Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. 22 ans plus tard, Arsenal est champion d'Angleterre. On revient en longueur sur le sacre des Gunners, titré devant Manchester City. On parlera aussi de la course à l'Europe et au maintien dans le débrief de la 37e journée. Il l'avait prédit avant la première journée de championnat, sachez-le. Et sa prophétie s'est réalisée hier soir lorsqu'Arsenal a été sacré champion. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant passé par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val. Ouais, j'avais senti le bon coup cette saison. On nommait trop que j'avais mis Liverpool deuxième du championnat, mais ça c'est pas grave. En même temps, sur le champion, j'avais raison et c'est tout ce qui compte pour moi. C'était déjà un hot take de mettre Arsenal devant Liverpool et surtout Arsenal premier. Et ce sera le cas à cette fin de saison. Bravo pour ça. Avec nous également, il n'y aura pas de titre de champion d'Angleterre pour son petit protégé Ryan Cherky, mais il y croit dur comme fer pour le mondial désormais. C'est Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Eurosport et ici Savoie. Salut Valentin. Bah oui, salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Oui, c'est pour ça que j'ai mis un bleu clair, mais voilà, c'est Manchester City, en même temps ça peut être l'équipe de France, parce que je crois, voilà, je suis caméléon on va dire. Je change pas de tunique, mais je change d'équipe. Le caméléon de Tempo. Ça te va bien le caméléon comme surnom? J'aime bien. Valentin le caméléon. Ouais. Non? Ah, il est pas convaincu. Non, j'arrête les impros, je me fie au conducteur et j'arrête les impros, c'est tout. Parce que je change toujours de veste, non? C'est ça? C'est Ah non. Ah, bah, même pas, mais regarde, le prends pas comme ça, mon Val. Ah bon. Ouais, non, je suis un peu trop susceptible alors. Ouais, Mon pauvre Valentin, envoyez-lui des petits cœurs en commentaire, des cœurs bleus. Des cœurs bleu ciel, ils sont disponibles. non, je vous en supplie. Ne faites pas ça. Bon messieurs, trêve de plaisanterie là, les festivités ont commencé à Londres là, donc rejoignons-les pour fêter le titre de champion d'Angleterre des Gunners. Ça y est, 22 ans plus tard, bon je vais pas dire que c'était une malédiction, mais en tout cas le Arsenal retrouve les sommets de la Première Ligue avec ce titre largement attendu Hugo. Ouais, largement attendu. Titre fêté entre guillemets par procuration, pas au stade, parce que Arsenal avait joué le soir avant. Je pense que voilà, beaucoup auraient peut-être préféré le fêter en direct au stade, mais je pense que on l'a vu, les supporters et les joueurs se sont bien rattrapés dans les rues de Londres cette nuit. Voilà, on a vu les supporters qui ont afflué devant l'Emirates. On a vu quelques joueurs passer ce matin, 5h du matin, devant l'Emirates aussi. Declan Rice avait l'air en forme. Hein. Ouais, avec Eberechi Eze, Bukayo Saka et Jurrien Timber. Voilà, on a vu que 4, mais il y en avait peut-être d'autres aussi qui ont passé des belles soirées, on suppose. Donc voilà, je pense qu'on s'est bien rattrapé de ne pas l'avoir fêté au stade. Et en plus, le dernier match où ils vont soulever le trophée, ce sera chez les voisins à Crystal Palace. Donc je pense que la célébration sera belle aussi. Je pense que beaucoup de fans feront le déplacement. Et en plus, je pense que les fanbases de Crystal Palace et Arsenal s'entendent quand même plutôt bien. On n'est pas sur une rivalité comme avec Tottenham ou Chelsea. Donc je pense qu'on aura une belle fête. Tu disais 22 ans d'attente. On sait que voilà, Arsenal avait été plombé, notamment par la construction de ce stade. On en parle justement de l'Emirates financièrement. Avec le départ de Highbury. Ouais. C'est ça, avec le départ de Highbury au milieu des années 2000. Et pourtant, Arsène Wenger avait quand même maintenu ce club dans le top 4 toute sa carrière. Avec le recul, beaucoup de gens disent que c'est peut-être un des plus grands exploits du foot anglais d'avoir fait ce qu'il a fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on tourne enfin la page. Je pense que c'était pas facile pour Arsenal de tourner la page Arsène Wenger. On le voit, c'est pareil à Manchester United. On a du mal à tourner la page Ferguson. Il fallait ce titre et c'est finalement, j'ai envie de dire, un des protégés d'Arsène Wenger, Mikel Arteta, un de ses anciens capitaines qui le fait. Donc je pense que c'est très symbolique, que ce soit pour le club, pour les supporters, pour les joueurs et pour l'entourage du club. On l'avait aussi, Mikel Arteta, son ancien coéquipier, Andoni Iraola, ils étaient ensemble au centre de formation à la Real Sociedad, qui lui offre le titre en quelque sorte. Alors il y a eu beaucoup d'autres moments qui ont offert le titre à Arsenal, mais j'ai envie de dire c'est le dernier. On a vu que voilà, Andoni Iraola était très, très, très heureux pour son ami Mikel Arteta. Oui, parce que rappelons-le, Arsenal s'était imposé lundi 1-0 contre Burnley et a profité du nul de Manchester City à Bournemouth, 1 partout, et c'est ça qui a permis aux Gunners d'être officiellement sacrés champions d'Angleterre. Donc
c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a vu ces images pour l'instant des joueurs en dehors du stade et puis des fans en dehors du stade qui célèbrent ce titre tant attendu à Londres. Valentin, justement, Hugo en parlait. Mikel Arteta, c'est quand même aussi l'homme qui a construit qui était au centre de ce projet, l'entraîneur, plus que le head coach, le manager de cette équipe d'Arsenal. Ça reflète bien aussi la confiance qu'a eu le board d'Arsenal pendant toutes ces années depuis l'arrivée du Basque en 2019 du côté des Gunners. Oui, parce que depuis 2019, comme tu l'as dit, c'est lui qui a construit cet Arsenal-là, que ce soit au niveau de l'effectif, des joueurs dans un premier temps, c'est quand même lui qui avait la main pour les recrutements. C'est lui qui a décidé qui a instauré tous les principes de jeu d'Arsenal, qui a changé aussi cette mentalité-là, et je pense que, en tout cas, il a révolutionné quand même beaucoup de choses à Arsenal. Et c'est en grande partie l'artisan avant tout de ce titre. Ça vient récompenser son travail. Il a su s'entourer des bonnes personnes aussi. Je pense à Berta, le nouveau directeur sportif qui est arrivé de l'Atlético, qui a aussi œuvré sur le plan des transferts, qui a pris un peu le relais, notamment qui a signé Gyökeres, Zubimendi. Et en tout cas, c'est venu encore plus renforcer cette dynamique. Et aujourd'hui, c'est un succès qui est collectif, bien sûr, mais oui, en grande partie quand même dû et grâce à Arteta, et qui a su s'entourer et qui a su transformer cette envie en titre, et c'est vraiment une belle récompense. Et Valentin, tu le disais, s'il n'y avait pas eu de titre au bout de cette saison, on aurait pu se dire, tiens, est-ce que la place de Mikel Arteta est compromise à Arsenal? Parce que quand même, la confiance dure, mais elle dure jusque quand? On s'est posé cette question, nous aussi, en cours de saison. Bah oui, forcément, parce que quand vous finissez à chaque fois deuxième de première ligue, que vous êtes tout proche d'y arriver, mais que ça semble jamais tourner en votre faveur, forcément, on se pose des questions. Et c'est vrai que, bon, il y a quelques mois, on se dit, même pas il y a quelques mois, quand City était revenu à hauteur d'Arsenal, on s'était tous dit, quel est l'avenir d'Arteta à Arsenal? Il y avait même des rumeurs de, voilà, si c'est une saison encore blanche à 0 titre, Arteta pourrait être remercié. Alors est-ce que ça aurait été le cas? Bon, bah maintenant on ne saura jamais. Voilà. Mais en tout cas, la question pouvait se poser, c'est légitime, et c'est vrai que bon, c'était urgent quand même de gagner ce premier titre, parce que c'est bien beau d'avoir tous les ingrédients et d'avoir le niveau pour pouvoir prétendre au titre. Si c'est pour jamais gagner au final, dans un club comme Arsenal, ça peut pas durer très longtemps. Donc il a bien fait de gagner, Arsenal a bien fait de gagner ce titre cette saison, parce qu'honnêtement, ça lui évite peut-être des problèmes à Arteta. Il y a un super papier sur les coulisses du management de Mikel Arteta dans The Athletic, qui est sorti ce matin, si je ne dis pas de bêtises. Et dans ce papier, on relit le moment où est arrivé Mikel Arteta en fin 2019, et il est allé un petit peu demander à tous les membres du staff. Il a fait une sorte d'enquête interne auprès des membres du staff et des membres vraiment de l'équipe, dans plusieurs rôles, pour savoir comment était l'atmosphère finalement au sein de l'équipe des Gunners, au sein du management des Gunners. Et tous disaient, il y a un mot qui revenait souvent, c'était le mot toxique, pour dire à quel point l'atmosphère était toxique, était néfaste finalement. Oui, ouais, et même je l'ai lu dans alors je sais plus si c'était The Athletics ou un autre tabloïd anglais, mais il avait commencé sa première réunion avec les joueurs en renversant toutes les chaises dans le vestiaire pour dire, ça c'est la situation du club en ce moment, toutes les chaises sont renversées, c'est le chaos. Il avait commencé sa première prise de parole comme ça. Mais quand on voit comment, et il le rappelle bien, le New York Times, quand on voit comment Mikel Arteta a aujourd'hui peut-être participé à cette alchimie du vestiaire aussi, il y a un groupe, et non seulement sur le terrain, entre les joueurs, mais aussi on le voit dans le staff. Il y a une alchimie, même avec l'arrivée de Gabi Heinze aussi, on voit que ça a bien pris. Il y a vraiment cette alchimie, cette chose qui n'existait pas, et c'est peut-être ça aussi
qui a permis d'emmener Arsenal vers les sommets. Sachez que Mikel Arteta est le 3e entraîneur en Angleterre dans les 4 premiers niveaux anglais, donc de Premier League à League 2 en termes de durée de mandat, parce que devant lui il y a donc Pep Guardiola forcément qui, on va en reparler, a priori va quitter Manchester City après 10 saisons au club. Il y a aussi Simon Weaver, le manager de Harrogate Town qui vient d'être relégué en League 2, voilà, pour mes fans de 4e division anglaise. Et donc Pep Guardiola qui est là depuis 2019, c'est quand même aussi à ce niveau-là, rester aussi longtemps, ça témoigne aussi à la fois de la confiance du board et du travail fourni, et qui a enfin payé, parce que Hugo, oui, je sais pas si tu voulais Ouais, non, je tout veux de juste suite. dire, parce qu'on a beaucoup parlé de l'ambiance, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le football actuel, notamment quand on évoque le Real de Madrid, où l'ambiance n'est pas au beau fixe en ce moment, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut lier à beaucoup d'équipes à succès, c'est quand même un groupe qui vit d'abord bien. Le groupe vit Je pense bien. qu'on... Non, mais voilà, c'est un peu l'expression cliché, j'ai envie de dire, mais quand on voit les équipes qui ont eu du succès récemment, que ce soit le Paris Saint-Germain, le Liverpool de Jürgen Klopp, enfin voilà, des grosses équipes, des grosses armadas. C'était peut-être d'abord une bande de, enfin c'est surtout j'ai envie de dire des collègues, mais qui s'entendaient très bien, qui se connaissaient bien, qui étaient prêts à se sacrifier pour l'autre. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qui aujourd'hui est de moins en moins négligé dans le sport de haut niveau. Je pense que on peut étendre ça à tous les sports collectifs. Et je pense que Mikel Arteta l'avait compris très tôt en arrivant à Arsenal. On l'a vu par les différents témoignages. Et c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, de plus en plus d'importance, limite plus parfois que le niveau réel des joueurs. Ah oui, effectivement. Et alors, on n'aurait peut-être pas eu exactement le même discours hein, si Arsenal n'avait pas terminé à cette première place. Mais effectivement, cette alchimie a joué aussi, vraiment à porter Arsenal vers ce sacre tant attendu. Et on le disait hein, justement, Hugo, c'est aussi l'aboutissement enfin de ce projet, parce que ça faisait, Valentin le rappelait, plusieurs saisons consécutives qu'Arsenal terminait à la 2e place, 3 de suite. 3, Là, ouais. enfin, cette première place et l'aboutissement de ce projet de recrutement de longue haleine finalement aussi, Hugo. Ouais, ouais, c'est sûr. L'après Wenger allait être compliqué. Arsenal, on s'en doutait. Ça ne peut pas être facile de remplacer un entraîneur comme Arsène Wenger, qui est resté tant d'années au club, qui a eu un tel impact sur le club. C'est-à-dire que c'était devenu son club. C'est lui qui a participé à la construction du stade. C'est lui qui a imaginé une partie des infrastructures. C'est lui qui a donné cette identité au XXIe siècle, en tout cas à Arsenal et sur la fin du XXe siècle. Donc remplacer un entraîneur pareil, c'est jamais évident. On l'a aussi vu à Man U avec l'après-Ferguson, c'est forcément compliqué de trouver un remplaçant. Unai Emery était, je pense, un bon candidat. On le voit encore aujourd'hui. Il est en finale d'Europa League avec Aston Villa, il fait des très belles choses. Ce Mais je pense soir, qu'il là. était ce soir d'ailleurs, mais je pense qu'il était là au mauvais moment. Je pense que arriver tout de suite après, c'est forcément forcément pas un cadeau. C'est Mikel Arteta derrière qui a repris la barre, hein, on l'a dit en 2019 en cours de saison, sur cette saison bizarre du Covid où Arsenal avait quand même arraché une FA Cup pour sa première saison. On quand même rappelé que dès la première saison, il n'y avait pas les beaux résultats en championnat, mais Mikel Arteta avait réussi à arracher une FA Cup qui était, je pense, importante pour lancer ce cycle. Et derrière, je pense que Arsenal s'est vraiment concentré sur sur la Première Ligue. C'était leur seul objectif. Enfin, en tout cas, c'était le ressenti, c'est que généralement, ils se préoccupaient pas trop des coupes annexes. Les premières saisons de Ligue des Champions, ils savaient qu'ils n'avaient pas spécialement un rôle à jouer pour aller la gagner. Donc, ils jouaient, j'ai envie de dire, toutes les compétitions, mais ils jouaient surtout la Première Ligue. Et c'est vrai qu'après 3 échecs, ça devenait forcément compliqué. Je pense que surtout les 2 échecs face à Manchester City avaient fait beaucoup de mal parce qu'ils en étaient plus proches. Je pense que l'année dernière avec Liverpool, on avait plus rapidement compris que Liverpool serait intouchable. Et du coup, comme tu dis, c'est un aboutissement, je pense, pour tout le monde, pour le club, pour le staff et surtout pour le club de se dire dès qu'ils ont choisi la bonne personne, qu'ils ont réussi à reconstruire ce club sans tout détruire, enfin sans détruire tout ce qu'avait construit Arsène Wenger, en gardant une identité, en gardant cette idée de jouer sur les jeunes joueurs de l'académie. J'ai envie de dire l'une des plus grosses stars de l'équipe, ça reste Bukayo Saka qui vient de l'académie. Ça reste dans l'identité du club de s'appuyer là-dessus.
Alors, il y a eu des grosses dépenses, voilà, Declan Rice pour plus de 100 millions, des joueurs à 70 millions comme Gyökeres, Zubimendi, Eze, mais c'était peut-être pas le club le plus dépensier d'Angleterre. Hormis Rice, ce sont des dépenses très récentes. Ce sont vraiment des dépenses de cette Oui, voilà, saison. ça, c'est des dépenses de cette saison. Il y a eu d'autres transferts, mais on était plutôt autour des 50-60 millions. Alors attention, ce sont des sommes énormes. Mais pour la première ligue, entre guillemets, ça peut paraître faible quand on voit des Chelsea, des Liverpool qui peuvent parfois acquérir plusieurs joueurs à plus de 100 millions sur un même mercato. Entre guillemets, Arsenal a plutôt construit une équipe dans le temps. Voilà, on voit William Saliba qui est arrivé pour 30 millions, qui au début a fait des prêts, qui aujourd'hui est devenu un taulier. Enfin, j'ai envie de dire qu'ils ont vraiment construit ce projet tout du long et ne pas avoir changé d'entraîneur, avoir pas trop touché au staff, pas trop touché à l'effectif. Je pense que ça a permis aujourd'hui à Arsenal d'avoir une équipe qui est dans son prime, on peut dire. Je pense que la majorité des joueurs sont au meilleur moment de leur carrière, en tout cas pas loin, enfin pas loin avant leur meilleur moment ou pas loin après, mais ils sont dans une fenêtre d'ouverture qui est quasi optimale en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Et je pense que du coup, même pour les joueurs, aller enfin chercher un titre, c'est quelque chose d'énorme. Il y avait que 4 titres de champion d'Angleterre dans cet effectif et ils venaient tous d'anciens joueurs de City. Enfin, de seul Gabriel Jesus, je pense, parce que c'est le dernier ancien de City qu'il y a dans cet effectif. Il me semble que Zinchenko est parti. Ouais. Et peut-être que Kepa Arrizabalaga a un titre de champion Ouais. d'Angleterre avec Je Chelsea, me, mais je j'ai me un posais doute. cette question. Ouais. Je Ouais, regarde. mais en tout cas, voilà, c'est pas une équipe qui avait l'habitude de gagner. On en avait parlé. Il y a peu de cadors dans cette équipe qui ont de grands titres. Peu importe les 5 grands championnats ou même en sélection. Voilà, il y a Riccardo Calafiori qui est champion d'Europe avec l'Italie, mais c'est presque tout. Donc je pense que pour tous ces joueurs, gagner un titre majeur européen, enfin un titre, c'est un championnat domestique, mais c'est peut-être le deuxième trophée le plus prestigieux d'Europe après la Ligue des Champions, la Première Ligue. C'est très important pour tout le monde. Et comme tu dis, c'est un aboutissement à tous les niveaux du club, que ce soit du côté de la direction, du côté du coaching staff et du côté des joueurs, où je pense que tout le monde a enfin réussi à atteindre son objectif. Et on parlait de cette fenêtre de victoire, cette win window qui avait été identifiée par le staff des Gunners entre 2023 et 2027. Voilà, qui rentre parfaitement aussi dans la fenêtre de tir. Et avec, tu le rappelais Hugo, ces joueurs qui ont mûri à Arsenal, qui ont été recrutés à 23 ans ou un peu plus jeunes, qui ont mûri à Arsenal pour arriver aujourd'hui à leur prime, hein, comme on le dit, et avec cette connaissance du club. Parce que il y a eu ces ajouts effectivement de l'été dernier, mais il y a aussi une très grosse base solide qui est là, qui a grandi, entre guillemets, qui a pas fait ses gammes, mais en tout cas qui a grandi à Arsenal, qui a éclos à Arsenal, même à Martin Odegaard par exemple, qui était un grand Oui, espoir à l'origine du Real Madrid. Et, qui a très peu de minutes de jeu avec le Real Madrid. voilà. Voilà. Et qui C'est s'est vraiment développé à Londres. Et pas de... c'est ça, et arriver pour 35 millions, entre guillemets, c'est un transfert pas cher pour la première ligue. Surtout vu ce qu'il Voilà, apporte. c'est ça, et surtout voilà, comme tu le dis, c'était un peu un espoir déchu. On savait, c'était presque un pari, Martin Odegaard, mais un pari, j'ai envie de dire un pari gagnant. Et on voit aussi que ce cycle continue quand on voit des nouveaux jeunes qui arrivent. On pense à Nwaneri qui était parti en prêt à Marseille, mais qui est un sporteur d'avenir. Max Doman, bien évidemment. Enfin voilà, Arsenal continue de maintenir, enfin en tout cas d'essayer et s'efforce à maintenir ce cycle de jeunes joueurs qui arrivent par l'académie. Et je ne doute pas qu'aussi dans les prochains mercatos, j'ai envie de dire là, il y a beaucoup de postes entre guillemets de titulaires qui sont bloqués par des titulaires en puissance, mais je pense que beaucoup de jeunes joueurs vont affluer vers Arsenal. En tout cas, c'est ce que va tenter de faire. Je pense que c'est ce que va tenter de faire le staff, en tout cas, pour s'étoffer petit à petit et construire l'avenir. Alors effectivement, les 4 titres, Hugo, de champion d'Angleterre dans cet effectif d'Arsenal jusqu'alors venaient effectivement des 4 titres de Gabriel Jesus avec Manchester City. Et pas de titre pour Kepa. Ok. Mais c'est vrai que c'est enfin l'aboutissement de ce projet, enfin. Et pourtant, même cette saison, on s'est dit, Valentin, à plusieurs reprises, on s'est dit, Arsenal est en train de tout lâcher, Arsenal arrive dans une période où il y a peut-être encore cette méconnaissance. Qu'est-ce que c'est gagner un titre pour cette génération-là? Ça n'avait jamais été le cas. Il y avait cette méconnaissance, il y avait peut-être cette peur du sommet de la meilleure ligue d'Europe. Et on a cru que ça pouvait leur échapper. Et finalement, ils s'en sont sortis, les Gunners, Valentin. Oui, mais c'est vrai que bon, ils ont compté jusqu'à quand même 9 points d'avance jusqu'à la mi-février. Voilà, toute cette période décembre, janvier, février où il y avait
voilà, un City qui était inconstant, il n'y avait pas de voilà, réelle, bataille pour le titre. On a l'impression que là, cette fois-ci, c'était vraiment promis Arsenal et puis, à partir de mi-février, il y a eu un petit passage à vide, un gros coup de moins bien même, j'ai envie de dire quand même, parce qu'il il y a eu des matchs nuls quand même un peu décevants face aux Wolves, face à Brentford et puis il y a eu surtout cette double confrontation face à City. Cette finale de Cup et puis ce match en Première Ligue et cette défaite en Première Ligue pour les Gunners. Et à ce moment-là, on se dit, ben, le vent a peut-être encore une fois tourné en défaveur quand même des Gunners. City a même repris la tête de Première Ligue, hein, quand même, alors qu'ils avaient 9 points de retard. Ils ont même pris les commandes du championnat. Mais voilà, sur le sprint final, Arsenal a tenu. Mais en tout cas, oui, c'était honnêtement, c'est encore plus fort ce titre parce que on les voit. Enfin, ils ont été même dépassés hein, dans le Money Time par City. Et voilà, je me souviens d'Eclan Rice qui disait ah c'est pas fini après la défaite en championnat et qui là a pu poster sur les réseaux. Bon, là cette fois-ci c'est vraiment fini. Je sais pas si vous avez vu ce petit jeu de mots qu'il a fait, mais en tout cas c'est grosse force de caractère parce que effectivement voilà, on les a vus encore une fois bottle, comme on dit outre-Manche, balancer, en tout cas gâcher cette avance. Ouais, on avait peur de ça pour Arsenal, mais ça n'a pas été le cas. Et honnêtement, gros chapeau parce que fallait être accroché mentalement quand même. Mais- Ouais. Oui, Hugo. Pour moi, pour moi, c'est aussi un signe entre guillemets de comment. J'ai l'impression que la première ligue n'est plus. Enfin voilà, on a connu les Centurions de Man City, on a connu des Liverpool qui étaient pas champions avec plus de 90 points. J'ai l'impression entre guillemets maintenant les champions ont moins de points, mais j'ai l'impression que la première ligue en fait est devenue plus fort, enfin plus homogène. On parlait en tout cas du dernier relégué qui sera soit West Ham, soit Tottenham, où ce serait dans les deux cas, j'ai envie de dire injustifié sportivement. Ça montre que la première ligue, en fait, aujourd'hui, il y a un niveau assez exceptionnel où, en fait, c'est de plus en plus dur de gagner et les puissants le sont de moins en moins comparé aux puissances de milieu de tableau, et même de deuxième partie de tableau. Quand on voit, voilà, on en parle plus tard de Bournemouth et ce genre d'équipe qui émerge aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de gagner en première ligue. Parce que voilà, beaucoup de gens disent qu'elle a perdu en niveau parce que ces équipes-là, parce que les équipes du top ont moins de points qu'à une certaine époque. Mais finalement, quand on regarde au niveau européen, les 3 finales européennes seront occupées par un club anglais chacune. Ça montre quand même que du coup, en fait, non. Enfin, je pense pas en tout cas que la première ligue ait perdu du niveau par rapport à il y a certaines années. Je pense que si aujourd'hui on a des batailles pour le titre aussi serrées, c'est parce qu'en fait, chaque match encore plus qu'il y a 5-6 ans, je pense, est un piège parce qu'en fait, aujourd'hui, chaque équipe de première ligue, alors pour les raisons financières qu'on connaît, qui sont que le dernier de première ligue a plus de droits télé que le premier de Ligue 1, par exemple, Ouais. mais voilà, c'est pour ce genre de raisons financières. C'est pas Mais le on même, sait que du coup, la même enfin, je veux dire, c'est pas le même oui, retentissement non plus. c'est Du pas le même championnat. monde, voilà, mais c'est pour expliquer que voilà, aujourd'hui, chaque équipe de première ligue est dangereuse à jouer. Et par exemple, cette année, dans les relégués, il y en a que deux entre guillemets où c'était vraiment facile. C'était même pas le cas. On l'a dit, Arsenal a gagné 15-0 face à Burnley. Il y a 2 semaines, Man City a aussi gagné 15-0 face à Burnley. Donc ça montre que en fait, la première ligue, je pense, est au meilleur niveau qu'elle n'a jamais atteint. Certains observateurs, je pense, plutôt spécialistes d'autres championnats pensent que non, mais je pense que quand on regarde la première ligue aujourd'hui, c'est le niveau général qui explique ces batailles serrées. Et cette réaction, évidemment, de Pep Guardiola pour son ancien adjoint à Man City, Mikel Arteta, qui a félicité hier soir les Gunners pour leur titre au micro de Sky Sport. Ils le méritent. Bon, c'est vrai, ils les méritent, ces Gunners, quand même. Ça fait une paire d'années qu'ils bataillent et c'est quand même un club historique de la Première Ligue qui revient au top et voilà, c'est C'était une belle leur. Oui, Il me semble que c'était leur 100e saison dans l'élite. On disait que c'était le dernier club à n'être jamais descendu, enfin, à n'avoir jamais connu la relégation de l'élite. C'était leur 100e saison de suite dans l'élite du foot anglais. eh ben, c'est un beau jubilé pour fêter ce titre dans les prochaines semaines. Alors attention parce qu'il restera des échéances, on va en parler dans quelques instants, des échéances qui restent. Ce n'est pas terminé la saison, loin de là. Mais avant cela, tu en parlais justement Hugo, cette victoire quand même 1-0 contre Burnley. On va refaire un petit point sur ce match parce qu'il est symbolique aussi. Pas sur le match en lui-même, on va pas décrire tout ce qui s'est passé parce que c'était pas le match de l'année, hormis
Hormis une belle petite image qui a circulé sur les réseaux de Pierrot Hincapié qui se retrouve, se retrouve avec la lune en plein jour. Voilà, bah en plus, il faisait nuit, mais double lune. Bah ouais. Bon. Et en plus, on nous a bien mis les ralentis. Hein. Oui, on a eu le droit au ralenti. Vraiment, voilà, on embrasse Pierrot Mais Hincapié. Oui, c'est voilà. moins de 18, hein, la première ligue aujourd'hui. Donc, c'est pour Ah ça. bah non, mais là, franchement, on en En a eu plus, on pour le voit, notre argent. Hein. En plus, on le voit, le pauvre, après, il est assis sur la pelouse, le short baissé, là. Il se demande ce qui vient de lui arriver. On va vraiment faire 5 minutes sur Pierrot Hincapié qui a le short baissé, c'est fantastique. J'adore, je vous adore, franchement. Non, le match contre Burnley, c'est aussi un symbole de ce qu'est Arsenal. Alors, cette saison, ce but qui arrive sur corner, notamment, on a tant vanté les qualités sur les coups de pied arrêtés d'Arsenal. Ce jeu qui n'est pas forcément des plus sexy, mais qui est diablement efficace. Et bah, ça permet d'aller chercher des titres, en fait, à la fin, Hugo. Ouais, ça permet d'aller chercher des titres. Beaucoup de gens Enfin, au moins un en titre. doutaient. Au moins un, mais beaucoup de gens en doutaient. Mais Mikel Arteta et Arsenal ont montré que c'était possible de baser son jeu plutôt sur la défense que sur l'attaque et de jouer des titres. On en a Euh, douté, hein. On en a douté quand même cette Oui, saison. on a, On va on pas a se été mentir. nombreux à en douter, je pense, y compris nous. On se demandait si c'était vraiment la bonne philosophie. Mm. On connaît la rugosité et la physicalité du football anglais. Je pense que du coup, c'est peut-être le championnat où ça se prête le mieux, en tout cas. Peut-être que ça se prêterait aussi en Ligue 1. Alors, peut-être pas avec le Paris Saint-Germain qui, généralement, nous propose plutôt une orgie de football que du football défensif récemment. Mais il faudrait, voilà, c'est analysé, mais en tout cas, c'est sûr que tu l'as dit, c'est assez symbolique ce but sur corner pour aller chercher le titre finalement. Parce que on a à nouveau vu plusieurs combinaisons au sol avant. On l'a dit, Arsenal a un peu changé son fusil d'épaule, passe désormais par des combinaisons au sol, parfois marque, comme contre Newcastle. Et là, en fait, finalement, après avoir fait plusieurs fois des combinaisons au sol, il repasse par les airs et j'ai l'impression que du coup, Burnley est un peu perturbé parce qu'ils savent plus trop comment défendre, ils savent plus s'ils doivent défendre l'entrée de la surface, le petit rectangle. Et ça fait mouche, donc une nouvelle fois. Donc j'ai envie de dire que le travail d'Arsenal continue de payer et surtout, je sais plus qui était au commentaire de ce match, mais il disait. Anthony euh, Tobelem. Non? Anthony Tobelem dit, si il me semble que c'est Si, Anthony je Tobelem crois, ouais. avec Bruno Chirou. Oui. Et en tout cas disait que en fait bah oui ça fait longtemps qu'on dit que il faudrait apprendre à défendre ses corners sur Arsenal mais personne n'y arrive vraiment et que ça montre aussi l'adaptabilité des Gunners à l'évolution de leur jeu et du jeu de leurs adversaires et surtout à quel point ils sont forts dans ce domaine. C'est aussi Kyle Walker qui disait en interview bah oui mais bon ça fait partie du jeu. Voilà, la balle, vous sortez la balle derrière votre but, oui, les autres ont un corner, il faut le défendre. Arsenal l'a bien compris, il exploite à merveille. Et j'ai envie de dire, ils exploitent le jeu, tous les aspects du jeu au maximum. C'est Comme une tu l'as vraie dit. exploitation du foot moderne, parce que là, on cherche un football efficace plutôt qu'un... euh, limite, parfois, au dépend d'un football plaisir, même, non? Oui, oui, c'est un peu l'utilisation de. Enfin, c'est aussi. Je pense que c'est fort lié à l'arrivée de la data, notamment dans le sport, où on plébiscite l'efficacité à outrance. Je pense, voilà, dans d'autres sports, on peut parler de la disparition du tir à mi-distance en basket, parce que il vous rapporte que 2 points et qu'il est aussi risqué qu'un 3 points. Le Euh, parallèle basket, inattendu. Non, mais Tout voilà, à fait. c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de sports. Par exemple, pourquoi est-ce que plus personne ne frappe à l'entrée de la surface? Parce que c'est à moins de chances d'aboutir sur un but plutôt que de combiner avec votre adversaire et avec votre coéquipier et de rentrer dans la surface. Et là, c'est pareil. En fait, Arsenal et surtout Nicolas Jauvert, il faut le signaler, c'est lui l'artisan de ces combinaisons sur coup de pied arrêté, a trouvé cette j'ai pas envie de dire faille, mais à trouver qu'en fait, si vous optimisez vos phases arrêtées au maximum, en fait, c'est une occasion de but incroyable. C'est un quart des buts d'Arsenal, il me semble, cette saison, c'est 19 sur 70, il me semble. Donc ça montre quand même que, que c'est devenu très important dans leur jeu, et j'ai envie de dire bien joué à eux d'avoir à penser à attirer Nicolas Jauvert, et aussi voilà, avoir développé cette partie du jeu. On voit aussi aujourd'hui, j'ai oublié son nom, mais on le voit souvent maintenant sur les caméras, l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Aston Villa,
Villa, avec sa longue chevelure blonde. Là, il a un style à jouer dans le groupe ABBA. mais en plus, il est suédois. Mais en plus, il est suédois, il me semble. Mais voilà. Ça devient un élément très important, comme tu dis, dans le foot moderne. Et Arsenal est peut-être en tout cas sur cet aspect-là, la plus moderne des équipes. Et on voit l'importance, parce que oui, tu le soulignais, Nicolas Jauvert, le maestro français des coups de pied arrêtés d'Arsenal, dont on a beaucoup parlé. Si vous regardez la Première Ligue le week-end, vous le voyez très régulièrement. Vous l'avez encore vu tomber dans les bras de Mikel Arteta après le but face à Burnley ce week-end. Il y a aussi... Bon, déjà, il la mérite, hein, sa bague de champion. Enfin, je sais pas si c'est une bague ou un petit trophée, je sais pas ce qui lui sera donné. Mais... Une médaille, je pense. Une médaille, oui, c'est vrai qu'on est au foot. Tu vois, tu m'as emmené dans le basket, je suis parti. C'est le basket, c'est vrai. Bah ouais, voilà. Et parce que on voit aussi toute l'importance d'avoir un staff. Justement, on parlait de ce qu'a changé aussi Mikel Arteta dans le staff, dans la compréhension, l'atmosphère dans ce staff. D'avoir un staff avec qui vous travaillez plus que bien comme ça, des maîtres entre guillemets de leur domaine, c'est là aussi que ça fait toute la différence. Et j'avoue que pendant un moment je me suis dit non mais les coups de pied arrêtés, d'accord, on montre aussi beaucoup Nicolas Jauvert, on montre les assistants coups de pied arrêtés, mais ils ne peuvent pas révolutionner le jeu. La preuve que si, parce qu'aujourd'hui si Arsenal remporte le titre de Première Ligue, le titre de champion d'Angleterre, c'est en grande partie grâce à sa maîtrise des coups de pied arrêtés. Ouais, et aussi, quand même citer que ça montre à nouvelle fois à quel point la Première Ligue peut être à l'avant-garde du foot, parce que Nicolas Jauvert, c'est un entraîneur qui n'a pas su faire sa place en France, enfin un coach assistant entre guillemets, qui est arrivé en Angleterre par Brentford. Alors comme souvent, hein, quand vous avez la nouvelle pépite, que ce soit du côté coaching, du côté joueur, ça passe souvent par Brentford récemment. Et c'est d'ailleurs Mikel Arteta qui l'avait détecté alors qu'il était à Manchester City, et qu'il avait ramené à Manchester City. C'est lui c'était sous les recommandations de Mikel Arteta que Manchester City l'avait recruté, et c'était, je pense, la première priorité de Mikel Arteta quand il est parti du côté de Londres, c'était de ramener Nicolas Jauvert dans ses valises. Donc ça montre aussi, je pense, une belle complémentarité entre les deux. C'est-à-dire que ça va bientôt faire 10 ans, je pense, qu'ils travaillent ensemble, vu que c'était déjà à l'époque Manchester City. Donc ça montre à quel point aussi Nicolas Jauvert a eu de l'influence sur le jeu de Mikel Arteta. Et il faut des bons joueurs pour conclure évidemment ces systèmes proposés. Kai Havertz en fait partie, et c'est aussi tout un symbole, avant de revenir sur peut-être le plus long terme, c'est aussi tout un symbole de ce qu'a été cette saison d'Arsenal, parce que Kai Havertz, il n'a pas joué toute la saison, loin de là, il n'a pas été épargné par les blessures, mais il a cette combativité, et tu nous le soulignais encore il y a quelques épisodes, Hugo, quand il revient de blessure, il est déjà à 100%, et il est déjà prêt à tout donner sur le terrain. Et c'est encore lui qui marque, c'est encore lui qui représente vraiment le coup de canon, entre guillemets, décisif pour les Gunners, Hugo. Ouais, encore lui, du coup, un peu moins souvent cette saison, mais c'est vrai que c'est un des symboles de cette époque, de cette ère Mikel Arteta Arsenal. Il est arrivé lui aussi pour un prix pour aux alentours des 70 millions, je pense, depuis Chelsea, où il était un peu il était un peu mis sur la touche, alors qu'on rappelle que c'est quand même lui qui offre la Ligue des Champions en finale à Chelsea. Donc c'est un joueur qui avait fait état de tout son talent. Alors peut-être des problèmes de blessure qui feront qu'on n'aura peut-être jamais son plein potentiel, mais qui montre une nouvelle fois toute sa qualité, notamment dans les airs et aussi dans le jeu. On l'a vu beaucoup, très actif, un peu plus bas dans le jeu face à Burnley là. Et ce que j'aimerais quand même bien dire, c'est qu'aussi il y a beaucoup de buteurs différents cette saison à Arsenal. Alors il y a pas, Victor Gyökeres c'est à 14 buts, mais le deuxième c'est Bukayo à 7 buts. Donc ça montre que en fait tout le monde marque. Bukayo Saka, hein, c'est ça? Oui. Il nous a fait Bukayo, non? C'est peut-être mon audio qui a mangé Bukayo Saka. Ouais. C'est moi, non, j'ai dit Bukayo Saka. Voilà, non, je ne lui ai pas encore donné un surnom. Bukayo, c'est mignon quand même, non? Non. On va rester sur Bukayo Saka. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, beaucoup de monde marque. Et comme tu dis, il faut des gens qui savent le faire. On a parlé de Kai Havertz, parler de Gabriel quand même, qui est peut-être la plus grande menace sur phase arrêtée. Je pense Saliba, Ben White, Calafiori, Timber viennent tous mettre de l'impact sur ces phases arrêtées. Et je pense que c'est ça aussi qui est important en Arsenal, c'est que tout le monde est capable de marquer et de faire la différence. Il y a pas Arsenal n'est pas bloqué, il se repose pas sur un seul homme. Valentin, je vais te poser une question plus que sournoise, qui est très incertaine, mais je vais te demander avec moi de te projeter sur l'avenir des Gunners, parce que l'avenir à court terme, d'abord très court terme,
puisqu'il y a cette finale de Ligue des Champions dans 10 jours. Et forcément, c'est l'objectif d'un premier sacre en Ligue des Champions pour les Gunners. On sait ce que ça représente. En plus, il y a, entre guillemets, là, plus le poids de la Première Ligue pour s'y préparer. Mais il y a aussi l'avenir à long terme, dans le sens où la fenêtre de victoire qu'avait identifié le staff des Gunners, dont on parlait tout à l'heure, elle s'est allée de 2023-2027. Quand vous avez gagné la première, on va dire, c'est pas le plus dur, mais presque. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de reconduire d'abord à court terme et ensuite à long terme, Valentin? Bah, déjà, à court terme, cette finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain, c'est sûr, comme tu le dis, c'est d'avoir gagné ce titre de Première Ligue. Alors peut-être que d'un point de vue de l'entraînement, ça ne sera pas optimisé au maximum parce qu'ils vont faire un petit peu la fête et boire un petit peu quelques verres avec modération, bien sûr, mais peut-être un petit peu moins que d'habitude, là, la Quelques modération. verres d'eau. Oh, ouais, quelques verres d'eau. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils vont arriver sur cette finale sans aucune pression. Si, quand même, parce que c'est une finale de Ligue des Champions. Et comme tu l'as dit, ils n'en ont jamais gagné. Mais avec un gros poids quand même en moins. Et ça peut les aider à être plus libérés. J'ai envie de dire, ça peut être. C'est que bénéfique, quoi. Parce que s'ils auraient. Sans cette première ligue, imaginons c'était City qui l'emportait la semaine prochaine. Bon, vous arrivez quand même face au PSG avec de nombreux doutes, avec une énorme pression. Là, il y a déjà ça en moins. Donc c'est toujours. Vous ne ferez pas saison blanche, et outre ne pas faire saison blanche, vous avez gagné quand même. Parce que c'est plus que gagner encore une coupe, même si les coupes sont très importantes en Angleterre. Là, c'est gagner la première ligue. Et puis, c'est le meilleur championnat du monde. Limite, j'ai envie de dire. On avait déjà eu ce débat un peu plus tôt dans la saison, mais entre la Première Ligue ou la Ligue des Champions, la Première Ligue était presque plus importante aux yeux des Gunners. Au vu du contexte, voilà. Pas au vu de simples palmarès ou statistiques, mais au vu du contexte, c'était très important. Donc déjà, ils sont libérés de ça. Donc j'ai envie de dire, cette finale de Ligue des Champions, c'est un peu... ils vont chercher the cherry on the cake. Tu parles des cherry à Arsenal, là, ils vont être contents. Ah bah en plus, oui, là, c'est la double dose de bonheur. Mais donc, à court terme, en tout cas, c'est sûr qu'ils ont cette finale à jouer. Ça peut être que du bonus, j'ai envie de dire. Et puis à plus long terme, oui, tu parles de cette fenêtre. Moi, je suis toujours un peu dubitatif de prévoir une fenêtre de performance. Bon, ça dépend, il y a des joueurs... je comprends le principe, mais... Voilà, moi je vois cette équipe d'Arsenal qui peut très bien continuer sur sa lancée, même plusieurs saisons, pas qu'une seule saison. J'ai envie de dire, l'effectif est quand même pas trop vieux. Ils n'ont pas tous 35 ans, donc loin de là. Donc je vois pas pourquoi ça pourrait pas continuer. Je vois mal Arteta s'en aller rapidement parce qu'il a gagné la Première Ligue. Après, on peut être surpris. J'ai pas envie d'invoquer le karma. Mais il va s'arrêter au sommet, tu crois? Non, je pense pas. Je sais pas. Propage des fausses rumeurs là comme ça. Pure spéculation, ouais, vraiment. Non, mais je propage rien du tout. Mais en tout cas, voilà, je me dis, il n'y a pas de bouleversement, j'ai envie de dire, à venir du côté d'Arsenal. Parce qu'on va en parler un peu plus tard pour City. Là, du côté d'Arsenal, j'ai envie de dire, ils vont continuer, en tout cas, sur la même dynamique dans la structuration du club, dans l'identité de jeu, et puis avec des joueurs qui sont en confiance, des joueurs qui se sont débloqués mentalement parce qu'ils ont enfin gagné cette Première Ligue. Donc je vois aucune raison de me dire non, c'est que cette année où Arsenal va être champion et les autres années ils vont être au fond du trou où ils vont pas pouvoir prétendre à la Première Ligue. Non, je pense que ça sera encore les favoris pour la saison prochaine et on a encore de bonnes chances de voir cette équipe d'Arsenal gagner plusieurs trophées sur encore quelques saisons. Surtout qu'effectivement les bouleversements entre guillemets principaux ont déjà été faits, à vrai dire. Forcément, chaque année il faut renforcer les effectifs, mais il n'y a pas besoin de modifier un secteur de jeu en particulier. C'est-à-dire que tout, entre guillemets, voilà, ça s'adapte quand même plutôt bien, ça tourne plutôt bien dans tous les secteurs. Si vous êtes champion d'Angleterre, a priori, c'est que ça va. Même au contraire de toutes les autres équipes d'Angleterre, parce que Casemiro à Manchester United,
eh ben, il part, c'est quand même une pièce très importante du système. À Liverpool, on a plusieurs Ouais, cadres qui arrivent en fin justement, de si on course. compare au champion titre Liverpool, la saison dernière, l'équipe est j'ai envie de dire, en état de grâce, mais on sait qu'on est quand même plutôt un point de bascule. On se dit que Mo Salah, Van Dijk, tous ces joueurs Alisson vont pas faire des années. Alors on pensait peut-être qu'ils allaient faire au moins une année de plus, mais on savait qu'on était plus sur la fin de cycle que sur un début ou un milieu de cycle. Alors qu'Arsenal, comme Valentin le disait, il n'y a pas de joueur sur la pente descendante, en tout cas pas à première vue. Ouais, et c'est justement ce qu'avait identifié le staff des Gunners. On parlait de cette fenêtre de victoire aussi là-dedans. On va regarder ce que font les équipes à côté et on se dit en fait, eux vont passer un petit peu certains sur le déclin, tandis que nous, on va continuer à monter et les courbes vont se croiser. Et ils sont pas complètement ratés quand on regarde les bilans des 4 derniers exercices d'Arsenal. Alors il y a toujours des imprévus, même le mercato par exemple de Liverpool cet été aurait pu tout changer, ce qui n'a finalement Oui, mais je veux dire, pas... ils étaient quand même pas loin de la réalité. C'est-à-dire que quand vous avez pas quitté le top 2 depuis 4 ans, ça veut quand même dire que vous aviez à peu près raison. En tout cas, c'est vrai que c'est toujours curieux ce genre de prévision un peu à la façon boule de cristal, mais sur ce coup-ci, ils se sont pas trompés. Mieux vaut les faire quand vous êtes Arsenal que par exemple quand vous êtes Crystal Palace et que vous vous dites on va gagner la... je veux pas manquer de respect à Crystal Palace, attention, c'est parce que je sais que c'est le prochain match des Gunners, mais et se dire on va gagner la première ligue dans 4 ans, quoi. Ils ont dit Arsenal... ça quand? J'avais Non, pas suivi. mais non, je disais, mieux vaut être Arsenal et dire Voilà, ça. les Ah oui, fausses dire, rumeurs, non, on mais- parle mais de non, mais rumeurs, pardon, Il y a une je- propage je- de je- fausses je- rumeurs, j'avais pas suivi ça, ce Non, non. dossier. je disais, voilà, mieux vaut le dire quand vous êtes Arsenal, que vous savez que Oui. vous avez enfin, voilà, la possibilité autant sur le terrain, autant dans le staff et autant financière que quand vous êtes une équipe de milieu de tableau, quoi. C'est plus jouable Ouais. quand même. Ouais. Non, je n'ai absolument pas manqué de respect, j'espère, à Crystal Palace en disant ça. Et je n'ai pas propagé. Non, mais je me suis dit les dirigeants de Crystal Palace s'étaient peut-être un peu enflammés. Ils pas à ont ma 4 ans, on connaissance. gagne la première ligue. Pas à Voilà. ma connaissance. Je me suis dit, ils vont nous faire une alpine voilà, pour Oula. parler d'un autre sport. Mais aujourd'hui, c'est On mélange tous les sports. tempo omnisport aujourd'hui. Messieurs, donc on l'a rappelé, si Arsenal a été sacré ce week-end, c'est parce qu'aussi Manchester City a été tenu en échec sur la pelouse de Bournemouth. Passons-y à ce match parce que ça fait plus de 40 minutes qu'on parle des Gunners, c'est normal, c'était le gros fait du week-end. Maintenant, parlons de Manchester City parce que c'était effectivement le concurrent principal de cette saison. Ça aurait pu se jouer là aussi à la dernière journée. Et je vais vous poser cette question volontairement directe. Je vais te la lancer à toi, Hugo. Et je vous invite à réagir tous les deux, messieurs. C'est la saison de Manchester City, c'est 2 victoires en coupe, en League Cup et en FA Cup. Mais c'est pas de titre de champion d'Angleterre. Et c'est une élimination en 8ème de finale de la Ligue des Champions. D'abord sur le bilan pur comme ça. Après, on va parler du contexte. D'abord sur le bilan pur. Est-ce que c'est une saison décevante pour vous? Hugo, je te pose la question en premier. Oui. Ah bah je dois développer, je non, voudrais mais, dire. oui, non, mais, ok. Non, mais je développe. Je m'attendais Non, à une réponse plus tempérée. Non, oui, parce que vous êtes le Manchester City de Pep Guardiola. La saison dernière avait été annoncée comme étant une saison de reconstruction après notamment le titre en Ligue des Champions. Cette saison devait déjà plus être une saison aboutie. Autant en première ligue, vous êtes pas loin, vous êtes battu jusqu'au bout. Je pense que c'est surtout la sortie en 8ème de finale de Ligue des Champions qui fait mal sur le bilan. Parce que je pense que Manchester City avait clairement la capacité de faire mieux en Ligue des Champions. Mais je tempère quand même en disant que c'est pas un désastre non plus. Quand vous gagnez 2 coupes nationales, que vous finissez dauphin, que vous perdez le titre entre guillemets à l'avant-dernière journée, vous avez clairement pas été ridicule, vous avez fait une bonne saison. Mais c'est le Manchester City de Pep Guardiola et j'ai envie de dire qu'on se doit d'être exigeant avec le Manchester City de Pep Guardiola. Valentin, est-ce que tu es du même avis que Hugo? Non, je suis. Oula. Ouais, je suis encore plus Oula. tempéré, on va dire, Ok. que Hugo, parce que Sortez non, les gants de pour moi, boxe. c'est pas une déception. Non, c'est pas. Voilà, après le basket, après voilà, la boxe maintenant. Entre moi, Hugo. Mais en tout cas, comme l'a rappelé Hugo, c'est une
une année de transition, alors avec une autre année à venir sûrement de transition, mais en tout cas du point de vue de l'effectif, il y a quand même eu de gros turnovers, il y a eu la recherche d'un plan de jeu qui a duré quand même de longs mois. J'ai l'impression que Guardiola, il a trouvé vraiment son type qu'à la fin, enfin je veux dire sur les 2 derniers mois maximum. Faut pas oublier aussi que pendant 6 mois cette saison en Première Ligue, on éliminait automatiquement Manchester City de la course au titre. On voyait plus Chelsea en début de saison, mais on voyait pas du tout City se joindre et s'inviter à cette bataille du titre. Et au final, ils ont relancé un petit peu le suspense. Donc j'ai envie de dire quand même merci à City de relancer, de nous offrir quand même une telle fin de saison. Et non, pour moi, après, voilà, c'est vrai que c'était une élimination en huitième de Ligue des Champions fait mal. Après, c'est face bon, à un Real qui a été éliminé par la suite. Mais surtout, j'ai envie de mettre ça un peu de côté, même si on ne peut pas vraiment le faire. Mais au vu du scénario du match retour, sans rentrer dans les détails, mais ils font, je trouve, un super match. Mais ils commencent quasiment le retour à 10 contre 11 avec un carton rouge. Donc forcément, je trouve que du point de vue de l'analyse, en tout cas, ça fausse un petit peu la donnée de ce match. Mais voilà, ils ont 2 trophées, comme l'a rappelé Hugo, en FA Cup, en League Cup. Donc avec 2 trophées, une deuxième place, alors que vous n'étiez pas destiné à jouer le titre, pour moi, on ne peut pas parler de saison ratée. Je suis pas d'accord avec toi sur pas destiné à jouer le titre. Moi, pour être tout à fait franc, moi je les avais mis sur mon prévis au tout début d'année champion. Et je pensais sincèrement que ça allait... parce que l'année dernière, justement, comme le rappelait Hugo, était une année de transition, et je pensais que ça allait être vraiment très fort cette année. Ceci étant, il y a eu encore beaucoup de bouleversements cet été, même cet hiver, par rapport aussi aux blessures ou aux arrivées. Enfin, il y a eu encore beaucoup de changements, même Gueye, même Cherki, qui s'est Ouais, puis aussi bien implanté dans le jeu. il y a aussi eu des Ruben ratés quand Diaz. même dans l'effectif. Je pense que Évidemment. l'arrivée de Reinders Alors apportait qu'il... beaucoup d'espoir et c'est un raté, et c'est quand même un raté de Pep Guardiola. Alors Oui. que nous, on a du mal à comprendre, mais c'est un raté. Alors, il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. On n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas à l'entraînement de Man City, mais quand on voit Tijani Reinders sur ce terrain, moi j'ai du mal à comprendre Quand on qu'il voit son ne début de joue pas saison, plus. surtout. Bah ouais. Moi, Je tiendrais qu'un des premiers matchs de la saison de Première Ligue, je ne regardais pas Manchester City, je ne sais pas ce que je faisais, mais j'ai reçu un message d'Antoine qui m'a dit Tijani Reinders, ballon d'or. Ouais, alors Et- avec un peu de et- et- provocation, mais... Ouais, avec un peu de provocation, bien évidemment. On a annoncé Dominique Szoboszlai Ballon d'Or dans cette émission, donc on peut se permettre d'annoncer n'importe qui Ballon d'Or. Je rigole. Mais non, mais je veux dire, c'est quand même dire que Tijani Reinders, c'est un joueur qui semblait prêt, qui semblait marcher dans cet effectif, et c'est un échec. Et il faut aussi le dire, il y a eu... L'équipe avait l'air prête, entre guillemets, avait l'air mûre, et il y a eu des échecs, alors liés aux blessures, mais aussi liés à peut-être des erreurs de casting, que ce soit techniquement, j'ai envie de dire, pas mentalement, mais en tout cas avec des gens qui sont pas, des joueurs qui sont pas bien intégrés dans cet effectif. Il y a eu des échecs et c'est vrai que Pep Guardiola nous y avait entre guillemets pas habitué. C'est la première fois de sa carrière qu'il enchaîne 2 saisons sans titre de champion domestique. Bon après il a entraîné le Barça, le Bayern et Manchester City, ça facilite un peu les choses, mais c'est quand même une stat assez incroyable parce qu'on connaît d'autres entraîneurs qui ont entraîné que des grands clubs et qui n'ont pas forcément le même palmarès. Ouais, je me situe... Je vais vous faire une réponse un peu de Normand, mais... En fait, j'entends vos arguments à tous les deux et je me dis que aucun de vous... Enfin... tout est recevable. Et... Je sais pas si... Franchement, c'est dur d'être déçu ou de pas être déçu de cette saison de Man City parce que... Enfin, vous avez quand même... Je sais pas. Il y a quand même 2 titres. Et surtout, il y a quand même un plaisir... Enfin, je veux dire, la saison dernière, ça n'a rien à voir avec cette saison-là. C'était déception sur déception. Là, c'est quand même... Enfin, je veux dire, on a retrouvé du Manchester City bien plus agréable à regarder. Et on se dit, franchement, lancé comme ça... Et la raison pour laquelle... Enfin, je vais vous en parler un petit peu après, mais la raison pour laquelle j'aurais aimé voir Guardiola, par exemple, une saison de plus, si jamais il venait à partir, c'est que pour moi, là, l'effectif était lancé pour repartir au sommet. Maintenant, vis-à-vis des attentes, c'est vrai qu'il y a un peu de frustration peut-être pour les fans de Manchester City. Oui, Valentin? Ouais, mais ce que j'ai envie de dire, enfin on en a parlé hein, des blessures, notamment en défense de Guardiola et Ruben Diaz, mais ils ont, enfin j'ai envie de dire, ils ont bricolé, non pas vraiment, mais ils ont vu l'urgence au mercato hivernal quand même avec un recrutement encore une fois et pour le coup très bien senti parce qu'on parlait
voilà, du manque d'intégration, en tout cas des recrues du mercato estival, en tout cas. Ah, pas toutes. Mercato hivernal, c'était une réussite et c'est ce qui sauve aussi un petit peu le bilan de City parce qu'avec l'arrivée de Semenyo et de Marc Guéhi en défense centrale, c'est deux quand même joueurs clés de l'effectif, surtout j'ai envie de dire quand même Marc Guéhi, enfin même s'il a commis quelques boulettes là en fin de saison, mais en tout cas sans eux, City n'en serait pas là aujourd'hui, donc c'est pour ça, voilà. C'est d'autant plus, je trouve, enfin, je tire quand même mon chapeau à City de manière totalement objective, mais parce que sans ce mercato hivernal, ouais, ils en seraient pas là aujourd'hui. Bah ouais, on rappelle qu'avant ce mercato hivernal, c'est quand même comment ils avaient rapatrié Max Alleyne qui était en prêt à Watford en Championship, qui s'est retrouvé à côté de Roussanov, qui est un bon défenseur, attention, mais qui n'est pas un patron, qui n'est pas un leader. Il était Il pas est, censé il est jouer ce lui aussi rôle-là. c'est ça, il est lui aussi tout jeune et en plus c'est encore un défenseur qui a, enfin on sent qu'il a quand même une grosse marge de progression encore, il est encore un peu monotypé et qui se retrouve d'un coup être le patron de cette défense centrale avec un gamin de 17, 18 ans, Max Alleyne, 19 ans peut-être, mais voilà, c'était quand même une belle petite crise de pause sur les blessures, en tout cas de pose de défenseur central. Et je pense qu'une des autres frustrations, c'est qu'on n'a toujours pas retrouvé Phil Foden. Enfin, le Phil Foden d'il y a 2 ans qui offre une première ligue, qui offre un titre de champion d'Europe à Manchester City. Je pense que ça fait aussi très mal à cet effectif parce que même si la saison dernière était décevante, vous comptez quand même sur lui. Il est toujours là et vous vous dites que vous pouvez à tout moment retrouver le Phil Foden qui a illuminé l'Europe et vous l'avez toujours pas retrouvé. Et je pense que ça aussi, ça fait mal parce que quand on regarde l'effectif de Manchester City, il est étendu, il est large, il vous permet de jouer sur plusieurs tableaux. Mais tout le monde, alors il y a eu les blessures, il y a eu les joueurs pas au niveau, et ça c'est une déception par contre, je pense, voilà, des quelques ratés, que ce soit du mercato comme Reinders ou même des joueurs déjà là comme Foden qui n'arrivent pas à retrouver leur meilleur niveau. 20 ans, Max Alleyne, Hugo. Ouais, Euh, je un- rêve un peu Johnny. Bon, ouais, bah, et après, il est très jeune, hein, et il est Oui, il reste très d'apparence jeune. très jeune également. Euh, Valentin, on en parlait justement, un probable départ de Pep Guardiola. Alors, ça a fait évidemment grand bruit dans la presse tout le week-end. D'abord parce qu'il y a eu plus que cette rumeur, a priori, enfin c'est quand même plus que fondé C'est quasi sur confirmation. ouais, c'est très difficile d'employer les bons termes là, mais en tout cas, il y a eu ce conditionnel employé. Pep Guardiola devrait quitter Manchester City cet été, avec même déjà un nom de remplaçant, on va en parler. Euh, mais ça a fait parler aussi parce que Pep Guardiola a dit non mais qu'est-ce que c'est que ce timing pour sortir votre bombe alors qu'on joue le titre, que c'est le match peut-être le plus important de notre saison qui arrive. C'est ça. Voilà. Il a convoqué une réunion de Et crise. Hein. ouais, il a convoqué une réunion de crise. Ce que j'ai lu, il a appelé des joueurs même pendant Les la nuit. leaders de l'équipe au milieu de la nuit, ouais. C'est bon, c'est pas la meilleure préparation pour la fin de saison, mais passons-en. Euh, et ces derniers mots de Pep Guardiola hier soir après le match contre Bournemouth, il dit bah écoutez, d'accord, il y a eu ces rumeurs, il y a eu ces choses, mais euh, moi je vais en parler au président. Enfin, vous comprenez que la première personne à qui je dois parler, c'est mon président, et il a dit auprès de Sky Sports, Pep Guardiola. Tous les deux, une fois la saison terminée, nous nous assiérons et nous parlerons, c'est aussi simple que ça, et nous prendrons une décision ensuite. Donc alors, la décision n'est a priori pas prise. Alors on ne sait pas. C'est assez, euh, c'est assez nébuleux, ne serait-ce qu'on se dirige quand même, et depuis déjà de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vers un départ de Pep Guardiola à la fin de saison, Valentin. Oui, c'est ça, c'est pas une info comme ça, une rumeur qui arrive sur le tas, c'est quand même quelque chose qu'on commençait à sentir arriver depuis quand même de longues semaines. Donc, bon, peut-être que aussi les frustrés de la tournure des événements, qu'il aurait bien vu, voilà, qui se serait bien vu quitter City avec un nouveau titre de champion d'Angleterre. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça qu'il veut pas l'officialiser maintenant et que, enfin, j'ai envie de dire, il repousse le sujet à plus tard, mais j'ai quand même l'impression que, sans surprise, on se dirigerait vers la fin de Guardiola à City. Et voilà, juste pour, en quelques chiffres, hein, mais pour se rendre compte quand même de la trace que laisserait Guardiola à City, c'est gigantesque. Enfin, c'est 20 titres à City. Il est là depuis 2016. 10 saisons. C'est six premières ligues
quand même, c'est 6 titres de champion d'Angleterre, c'est incroyable. 3 FA Cup, 5 League Cup, une Ligue des Champions, bien évidemment, première, en en plus. 2023. Ouais. Surtout. Et voilà, honnêtement, c'est exceptionnel ce qu'il a fait de City. Il a bâti cette équipe, ce club, c'est l'identité de ce club. Enfin, ouais, il avait un chantier à réaliser, même si City avait retrouvé les joies de gagner la Première Ligue quelques années auparavant, mais il a complètement, ouais, il a bâti ce club, je trouve, au-delà de cette équipe. Et en tout cas, la marque qu'il aura laissée à City sera gigantesque. Honnêtement, enfin, c'est vrai que ce serait un peu, enfin, pas dommage. Oui, c'est toujours dommage j'espère en tout cas qu'il trouvera un autre club à coacher Oh. s'il devait s'en aller de City, mais Peut-être ça, ce après, serait- non, mais j'espère. Enfin, c'est pas trouvé, c'est pas le bon terme. Mais j'espère qu'il coachera encore, voilà, qu'il a pas envie de rester sur le banc de touche, enfin sur le banc Qu'il nous fasse pas une Zidane, trop- quoi, finalement. trop longtemps. Ouais. Ouais, voilà. Bon, a priori, J'ai il envie pourrait de le voir dans un autre projet. Il pourrait quand même s'épargner le passage LinkedIn pour le CV, quoi. Je pense que Oui, il ça. recevra les appels Il a Pas comme directement. Liam Rosenior. Non, Est-ce qu'il a pardon. besoin d'envoyer des lettres? C'est ça la vraie question. Ah waouh, alors entre la pique à Rosenior, non mais Non, c'est le mot LinkedIn, c'est horrible à dire, mais le mot Liam. LinkedIn m'a automatiquement fait penser à Liam Rosenior. C'est Oh non, horrible, c'est terrible. je m'en excuse. C'est notre LinkedIn man. Mais non, mais pour en revenir, c'est vrai que c'est le bâtisseur de cette équipe. Alors il y a eu Roberto Mancini et Emmanuel Pellegrini avant, qui ont eu des succès aussi. Mais on me disait si Première Ligue et surtout cette Première Ligue des Champions, j'ai envie de dire, on en parle souvent de ces équipes qui ont été rachetées, en tout cas qui ont retrouvé leur gloire au XXIe siècle. Je pense du côté de Paris, c'était pareil. On pouvait gagner autant de titres à la maison, domestique qu'on voulait. Ce qui manquait, c'était la Ligue des Champions. Pour City, c'était pareil. Il y a eu des échecs Il y avait- avant. Il y a eu un échec en finale contre Chelsea. Enfin, il y a eu beaucoup d'échecs, surtout que enfin voilà, c'était une compétition qui se refusait à Pep Guardiola depuis son départ du Barça. Il n'avait pas réussi avec le Bayern. Et là, il a réussi à faire la bascule, enfin, à regagner la Ligue des Champions avec Manchester City. Et je pense que c'est peut-être son plus grand accomplissement avec Manchester City, c'est de leur avoir offert la première. On sait que c'est parfois la plus dure à gagner. En tout cas, et juste déjà avoir son nom ne fût qu'une seule fois au palmarès de la Ligue des Champions, c'est déjà énorme. Et enfin voilà, on sait à quel point c'est important pour des clubs, même des clubs qui l'ont gagné il y a des années, enfin, sont toujours fiers de l'avoir gagné un jour. On pense à Forest, on pense à Villa en Angleterre, qui aujourd'hui sont toujours des grands noms du foot anglais grâce à ça. Et je pense que Manchester City restera du coup à jamais un grand nom du foot anglais grâce à ça, en plus des nombreux titres gagnés par Guardiola. Ouais, et ce serait plus que la fin d'une ère. Et justement, on parlait de cette reconstruction qui est entamée. Enfin, il y a eu beaucoup de bouleversements avec cet effectif de City très récemment, avec des départs d'ailleurs qui vont continuer, hein, a priori, avec. On a eu les départs notamment alors, on a eu Agüero, on a eu Kevin De Bruyne, on aura sans doute Bernardo Silva cet été. Il y a eu Vincent Kompany, David Silva évidemment. aussi. Il y a eu David Silva. Enfin, évidemment, on a tourné une page de Manchester City. Là, on en tourne peut-être encore une peut-être plus récente, par exemple avec Bernardo Silva, ou même Kevin De Bruyne, qui étaient quand même encore des cadres très récents. J'aurais quand même aimé que ce nouveau cycle démarre sous Pep Guardiola. Moi, j'aimerais quand même, parce que, enfin, il a démarré justement, mais j'aimerais qu'il prenne encore plus son envol avec Pep Guardiola, parce que ça va encore bouger cet été, mais là, on va avoir a priori le nouveau Manchester City. Enfin, je veux dire, le Manchester City qu'on a vu cet été, il n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 2 ans, enfin d'il y a 2-3 ans, et a priori il est parti pour durer un petit peu. Et j'aurais aimé voir Pep Guardiola remettre un coup de pouce à cette équipe de Manchester City, parce que j'ai bien peur, même si les principes de jeu sont là, qu'il y a des joueurs parmi les plus talentueux du monde, j'ai bien peur que ça ne fasse pas le même effet avec un autre coach, d'autant plus, Hugo, et je ne veux pas blâmer le technicien italien Maresca. qui est un très bon entraîneur, il nous l'a montré, mais si Enzo Maresca, ancien adjoint d'ailleurs de Pep Guardiola à City, débarque sur le banc des Citizens comme il est pressenti depuis quelques jours,
Bah, on va quand même. Alors, de loin, on verra pas trop la différence au vu de la coupe de cheveux, mais on va quand même peut-être perdre un peu c'est pas la même chose, il a pas la même stature quand même. C'est vrai que, du point de vue c'est étonnant. D'ailleurs, ça m'avait étonné que, Pep Guardiola, on a parlé de cette réunion de crise parce que dès son départ de Chelsea en janvier, on en a entendu parler de ce rôle de successeur à Pep Guardiola à Manchester City. C'était pas le seul candidat puisque enfin, j'ai un peu remonté la chronologie. Le Bild en Allemagne a révélé que Manchester City avait pris contact avec Vincent Kompany, en avril. Oh là là, le retour, ça aurait été Hem fantastique. voilà, mais je pense que Vincent Kompany est très bien du côté de Munich en ce moment. Voilà, ce serait quand même étonné de le voir lâcher un projet où, voilà, on parle de bâtisseur, on a parlé de Guardiola, d'Arteta, là, il est totalement dans ce rôle du côté de Munich. Donc ce serait étonnant de voir quitter ce club. Et je pense que si la rumeur n'a plus existé après avril, c'est parce que je pense que Vincent Kompany a tout simplement gentiment décliné l'offre, en tout cas momentanément, parce que je pense que ça pourrait l'intéresser plus tard. Mais là, du coup, avec Enzo Maresca, c'est vrai qu'on a un profil, entre guillemets, bah, dans la continuité parce que c'était l'adjoint de Guardiola. Alors en tant que numéro un, il avait entraîné Parme, qui n'avait pas réussi à faire monter de Série B à Serie A, ce à quoi il avait été démis de ses fonctions. Il était retourné du côté de Manchester City dans le staff de Pep Guardiola. Il y avait eu cette saison avec Leicester, où c'est lui qui refait monter Leicester en Première Ligue, après leur relégation, qui avait quand même été bonne, faut quand même le dire. Après, il faut aussi dire que Leicester avait été resté plutôt bien armé après leur descente. Ils avaient quand même gardé certains cadres. Bah, ils sont descendus en Ligue 1 là avec une équipe encore Oui, bien mais je veux complète. dire, la descente de l'avant, il restait Jamie Vardy notamment. Enfin voilà, il Ouais. restait des leaders dans cette équipe. Je veux dire, il restait peut-être plus une ossature que sur la dernière descente. Mais il avait réussi à quand même à faire remonter cette équipe en première ligue. On sait à quel point la Championship est compliquée. On sait que c'est un des championnats des plus durs au monde, notamment physiquement, avec 42 matchs sur la saison. Ça vous oblige à avoir une certaine gestion de votre effectif. Sur ce, il était arrivé du côté de Chelsea avec quand même une satisfaction, en tout cas sur les premiers mois, le bilan était bon. Il y a eu ce titre à la Coupe du Monde des clubs, alors qu'on le veuille ou non, c'est un titre quand même important, c'est une compétition qui reste décriée, qui a changé de format, qui est à une position dans la saison où tout le monde n'est pas à 100%, mais le fait est qu'Enzo Maresca avait réussi à sortir son épingle du jeu à ce moment-là, en allant battre le PSG en finale. Derrière, se sont enchaînés 4, 5 bons mois de première ligue, très bons mois même, on peut dire, jusqu'à j'ai envie de dire, panne sèche presque en décembre, début janvier, fin décembre, début janvier, où le bateau, enfin, voilà, où Chelsea a un peu calé et en plus il s'est mis en désaccord avec sa direction, ce qui a fait qu'il a été évincé assez rapidement par la direction de Chelsea. Donc c'est un entraîneur au bilan assez contrasté, j'ai envie de dire. Il y a du bon, du très bon, du moins bon. C'est vrai que c'est pas la stature de Pep Guardiola. Quand Pep Guardiola arrive à Manchester City, c'est le meilleur entraîneur du monde. En tout cas, de son époque. Ça l'est peut-être toujours aujourd'hui, ça l'est même sûrement toujours aujourd'hui. Et là, par contre, Enzo Maresca, on est plutôt sur un entraîneur qui a encore quasiment tout à prouver. Ouais. Et c'est peut-être là, entre guillemets, où le rôle de bâtisseur est, alors parfois idéal et compliqué parce que du coup vous faites ce que vous voulez, vous êtes le bâtisseur donc vous imposez votre vision, mais il va peut-être vous manquer peut-être parfois un peu d'expertise, donc à voir si Enzo Maresca sera le candidat idéal. Pour l'instant, c'est le favori au poste, j'ai envie de dire 99%. On voit pas qui d'autre pourrait venir lui rafler ce poste. Si Guardiola part, on rappelle que c'est pas décidé. Mais en tout cas, c'est un feuilleton qui dure depuis un petit moment maintenant et qui s'intensifie sur ces dernières journées. Vous imposez votre vision, je sais pas si, enfin parce que justement on parlait tout à l'heure de Arteta pardon qui avait été d'abord head coach puis manager. Je suis pas convaincu que si Maresca arrive, on lui dise bon, on te donne accès à toute la data, on te donne accès aux trucs de business. Enfin, on va te cantonner pour l'instant à ton rôle de head coach. C'est Manchester City quand même. C'est plus le Ouais. Manchester City d'il y a 15 ans en arrière où il n'y a pas d'accomplissement. C'est le Manchester City, on l'a dit, qui a gagné, qui a dompté la première ligue, qui a gagné une Ligue des Champions, qui a triomphé à plusieurs reprises dans les coupes anglaises. Sur les premiers centurions de l'histoire, enfin, c'est-à-dire avec plus de 100 champions avec Ouais. plus de 100 points. Donc, Donc ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas une mince affaire, c'est peut-être peut-être l'équipe que le monde d'entraîneur a envie de reprendre parce que vous passez derrière ça, vous vous dites qu'est-ce qu'on va faire. Ouais. Mais Je pense que voilà, on peut parler de beaucoup de clubs où passer derrière, j'ai envie de dire l'entraîneur le plus emblématique du club, c'est pas facile.
Mais surtout, au vu de l'effectif, hein, comme on l'a rappelé, mais il y a déjà une ossature qui est là, donc c'est pas vous arrivez et vous partez de zéro, c'est vous partez quand même d'une base, Ah, mais ça change quand même même. si, Là, on va perdre quand même des cadres encore. Surtout dans l'entrejeu. oui, mais il y a le début qui est, voilà, cette saison, c'est le début du nouveau cycle, c'est pas la première saison, j'ai envie de dire. Alors c'est bon, Mm. ça change pas peut-être grand-chose, mais je pense que c'est quand même pas tout à fait pareil. Ouais. Mais bon, après, oui, c'est sûr qu'il y a encore de gros turnovers hein, cette saison. Enfin, juste pour rappeler, mais c'est vrai qu'il y a 3 départs qui sont d'ores et déjà confirmés. C'est John Stones, Bernardo Silva et Manuel Akanji qui va partir du côté de l'Inter. Bon, Stones et Silva, c'est Euh, quand même, par exemple, le titre en Ligue des Des Champions. symboles. Le Mm. titre en Ça, Ligue des c'est ouais, Champions, ça vient d'eux. Hein. Et on parle aussi de c'est une Rodri, page qui se tourne, ouais. qui lui était le buteur, c'est le ballon d'or, c'était le plus grand symbole de cette victoire, qui serait quand même plus proche du départ que de la continuité. Et si Guardiola Ouais, s'en va, ça peut aussi précipiter son départ. Ouais. Ouais, oui, oui, c'est sûr. Donc, oui, ouais, oui, c'est sûr. je ne sais pas. Moi, je serais pas très. Enfin, sans aucun attachement, en restant très. Je sais pas ce que viendrait faire vraiment la Maresca, mais qu'il me prouve que j'ai tort, parce qu'en plus, à Chelsea, au départ, ça a bien fonctionné, et surtout, il a Ouais, montré qu'il les avait premiers mois étaient très bons, excellents. et qu'il avait réussi à créer aussi justement un groupe, hein, quelque chose de soudé, parce qu'il y avait une vraie cohésion à Chelsea avant que tout se délite un petit peu avec les changements d'entraîneur, et il y avait une Mhm. vraie cohésion dans ce groupe de Chelsea. Ouais, je pense que ce voyage, enfin cette Coupe du Monde aux États-Unis, entre guillemets, où ils étaient tous, ils sont partis, ça Coupe durait du monde quoi, des un clubs, mois, ouais. 3 semaines? Ouais. Enfin voilà, Coupe du Monde des clubs, où ils sont tous partis ensemble, ça avait vraiment créé quelque chose. Voir s'il arrivera à créer ça à Manchester City, si c'est lui qui prend le poste. Après, la question se pose aussi, c'est qui d'autre? On l'a dit, Vincent Kompany a visiblement décliné l'offre. Il n'y en a pas des milliers, des entraîneurs de Bah, top classe mondiale sur le marché, mais par contre, en première ligue, ça bouge beaucoup, et peut-être que c'était de ce côté-là. Alors, Maresca est un entraîneur première ligue, hein, j'ai dit, il a entraîné Parme une saison, mais sinon, il a entraîné que en Angleterre, en tout cas. mais, Il y avait d'autres entraîneurs sur le marché, potentiellement. puisque vous affrontiez Bournemouth, enfin, je veux dire, on va pas épiloguer là-dessus parce que, voilà, a priori, le choix n'est pas celui-là, mais par exemple, un Andoni Iraola, justement, un entraîneur à qui faire passer ce step, ça représente le profil parfait. Je dis pas qu'il aurait réussi. Et Oui, on a bien vu que des entraîneurs comme Thomas Frank, qui étaient fantastiques avec des équipes outsiders de milieu de tableau qui venaient jouer les places limites européennes, c'était pas toujours. Enfin, je veux dire, ça n'apportait pas forcément satisfaction dans les grands clubs. Mais c'est pareil, pas non plus la même situation entre Tottenham et Manchester City. Euh, oui. mais Et j'aurais bah, aimé voir. En plus, Iraola, c'est un des cibles du jeu à l'espagnol. oui, et mais après, est-ce que ça veut pas dire qu'Iraola est déjà pris, entre guillemets, pour la saison prochaine? Ah, On a beaucoup parlé de Manchester United, enfin t'as voilà, des insides, Hugo? Non, mais j'ai envie de dire, est-ce que on n'est pas dans le secret des dieux, ça veut peut-être, non, mais ça veut peut-être dire qu'il n'est pas disponible en fait. Ça veut peut-être dire que on sait qu'il quitte Bournemouth. Pour l'instant, on sait pas vers où. On sait que Manchester United, en tout cas, on a fait un candidat, pas le candidat, mais un des candidats. Carrick a été. Que Carrick a un très bon bilan. Non, mais Michael Carrick surtout a été confirmé. Dites-moi si je me trompe, mais Ah, Michael Carrick a été j'ai confirmé j'ai pour pas la vu saison passer cette prochaine. Normalement, oui, information. oui, oui. En Oui, tout ouais, cas, c'était Michael Carrick a plus été confirmé. la tendance. Je sais pas C'est si moi, c'était vraiment il y a eu officiel, trop mais d'informations c'était dans la le grosse foot anglais tendance. ces dernières saisons, Oui, il s'est passé. Et ces d'ailleurs, dernières journées. on n'a même pas fait un point, je crois, mais il devrait rester. Alors, ce n'est pas encore Ok. officiel, mais selon The Guardian, qui est quand même, a priori, une source plutôt sûre, enfin, voilà, un des quotidiens de référence en Angleterre, il devrait rester à Manchester United, Michael Carrick. Mais oui, mais c'est vrai que oui, il y avait Iraola qui était disponible. Comme on le disait, on en parlait déjà en janvier du départ potentiel de Guardiola. À ce moment-là, enfin voilà, on va en parler plus tard de Chelsea, mais quelqu'un comme Xabi Alonso était encore sur le marché. Est-ce qu'aussi, c'est entre guillemets, enfin, le fait que Guardiola ne dise pas plutôt c'est ma dernière, peu importe ce qu'il arrive, ne met pas un peu Man City de haut mur à se dire, oh, enfin maintenant, voilà, on prend ce qui reste et on verra bien. Ouais, c'est toujours la question que. Enfin, moi, c'est la question que je me suis posée, en tout cas, quand j'ai vu le nom de Maresca apparaître. Bon, l'avenir nous le dira, messieurs, mais assez dubitatif concernant ça. Peut-être que
Bon, je vais te poser les deux questions en une. J'aime bien te faire ça, Valentin, t'envoyer sous le bus comme ça. Ouais, Je sais, bah, tout le je sais temps, que t'arrives c'est pas grave. à rebondir. Non mais, je me demandais si là, enfin voilà, bon, en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un médium ou quelque sorte pour le dire, mais l'âge d'or entre guillemets de Manchester City, en tout cas, cette période-là est derrière. Peut-être qu'il y en aura un nouveau, peut-être très proche, mais en tout cas, l'âge d'or de Manchester City tel qu'on les a connus, au top du top injouable, est derrière. Et bah alors, qu'est-ce qu'on doit aussi faire bouger? Est-ce qu'il y a, même dans cet effectif, qu'est-ce qu'on doit faire bouger dans cette équipe la saison prochaine pour retrouver une période bah, vraiment encore plus prolifique et surtout de domination, quoi? Bah oui, il y a plusieurs postes. Alors, un poste, enfin, un secteur de jeu qui me paraît assez stable et solide, c'est quand même l'attaque où il y a quand même de quoi faire. Il y a eu la recrue donc, de Semenyo, Doku qui marche, qui tournait à plein régime là dernièrement, Cherki, Haaland, enfin, tout ça me semble quand même plutôt cohérent et enfin, j'ai envie de dire qu'importe le projet de jeu, quand vous avez ces attaquants-là, bon, vous devrez trouver une solution, devriez trouver une solution, pardon, pour les faire marcher ensemble. Après, voilà, c'est plus le poste de latéral droit quand même, avec Matheus Nunes qui était quand même en difficulté sur ces derniers matchs où, voilà, c'est vrai que le Portugais, bon, après il y a d'autres joueurs hein, qui étaient en difficulté bien sûr, mais c'est vrai que ça manque peut-être aussi un peu de profondeur et de solutions, on va dire, alternatives. Voilà, si vous n'avez pas Matheus Nunes, bah, vous avez personne en tant que Et, latéral droit. Il y Et a surtout quand Rico vous avez Lewis qui Matheus Nunes, peut jouer un petit peu, mais c'est déjà pas. C'est déjà... bah, disons que, ouais, enfin, défensivement, il apporte pas toutes les certitudes, c'est sûr. Bon, et encore, je pourrais être un peu plus Ouais. incisif. Je te sens, je t'ai rarement vu aussi tolérant avec Matheus Nunes qui décide des fois d'ouvrir les jambes pour laisser passer tous les ballons entre les jambes et hop, on Ah, voit on rien l'a passer. encore Oui, vu, hein. oui. Tavernier et Truffert, ils se sont bien amusés hier, Ah hein. bah, on l'avait dit, Mm. hein, c'était le point. Ben oui, après, j'ai envie de dire, bon, après, on va pas tout remodeler non plus le système de jeu, mais peut-être qu'il est meilleur dans un système avec une défense à 3 et lui, s'il évolue comme piston, Je pense. voilà, offensivement, il peut apporter des choses. Mais là, vu la pénurie aussi de défenseurs centrales, bon, bah, c'est pas évident de jouer à 3 derrière. Donc, bon, Après, c'est. Et la première ligue ne privilégie pas trop non plus les systèmes à 3, hein. oui, Enfin, mais c'est un quand entraîneur même comme rare de voir ce Maresca, système s'imposer. en a fait déjà son Il l'a fait. système. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui. Donc, bon, c'est pour ça. Si Maresca arrive, peut-être que Matheus Nunes retrouvera un poste qui lui conviendrait mieux, un peu plus haut, moins obligé de défendre et donc plus à son avantage. En tout cas, bon, voilà, le secteur défensif quand même et ce côté droit reste quand même un gros chantier. Et puis surtout le secteur du milieu de terrain, parce que ça va beaucoup dépendre aussi de qui arrive, mais si c'est Maresca, bon, il y a quand même un gros chantier. On a parlé de Rodri qui est peut-être là le dernier encore symbole de cet âge d'or justement de Manchester City. Quid de Rodri, est-ce qu'il va partir? Peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'il n'est pas non plus au niveau de l'année où il a décroché le Ballon d'Or. Après, il revenait aussi de blessure, donc c'est compliqué. Mais on sent que c'est peut-être pas non plus l'avenir à City. Enfin, en tout cas, il incarne pas vraiment ce nouveau City. Et puis, bah, vous avez des joueurs qui ont été laissés sur la touche, mais Reinders et Nico Gonzalez, est-ce que ça peut être vraiment des tauliers au milieu de terrain? Bon, peut-être, mais on a un petit doute quand même. C'est vrai que Phil Foden aussi, Hugo en a parlé, mais est-ce qu'il faut s'attacher aux saisons exceptionnelles qui nous avaient sorti il y a quelques années, ou est-ce qu'il faut bah, arrêter l'aventure Foden à City? C'est quand même un emblème aussi du club. Il était meilleur Donc, joueur de première ligue, hein, quand même. Hein. Il a été élu, c'est fou quand même. mais ouais, on l'a retrouvé par bribes sur quelques buts cette saison, mais c'était vraiment sur des courts instants, quoi. Sur une mi-temps, même pas sur un match entier. Donc, Mm. voilà, ouais, en tout cas, il y a quand même de nombreuses interrogations. Ça dépendra surtout des volontés de Maresca sur voilà, dispositif tactique. Mais
il y a quand même au milieu de terrain et le secteur défensif, défensif droit, de gros chantiers et sûrement beaucoup de mouvements. J'ai pas parlé aussi de Matteo Kovacic, mais bon, ça semble un peu maintenant, derrière, l'âge d'or de Kovacic. Donc, voilà, il y a plein de joueurs comme ça avec un avenir en suspens, avec, une belle carrière à City, mais peut-être un avenir qui s'écrira ailleurs. Bon, on surveillera ça de très près. On fera évidemment des petits points mercato. Et puis ce qu'on envisage aussi du côté des grosses équipes en début d'été. Ce sera toutes les clés pour la saison prochaine, pour la course au titre de la saison prochaine. Parce qu'on imagine quand même City retrouver le haut de tableau. Mais on n'y est pas encore. Déjà, finissons cette belle saison. Une des équipes qui nous a le plus marqué également, c'est Bournemouth dans cette deuxième partie de saison. Exceptionnelle. Même si je galère toujours à dire Bournemouth, je ne sais pas. Bon, en tout cas, les Cherries, pour le faire plus simplement, sont invaincus depuis 17 matchs de suite, 17 matchs en PL. C'est exceptionnel. Ils sont qualifiés officiellement en Coupe d'Europe. C'est tout simplement la première fois de l'histoire du club en 127 ans d'existence. C'est énorme. Hugo, on l'avait senti venir. Alors, il n'y avait pas besoin d'être non plus un grand expert pour sentir venir que c'était un match qui avait tout d'un match piège pour City, qui avait tout d'un match, un traquenard même, pour les Citizens. Ça l'a démontré encore plus ce week-end, ce mardi, dans ce match nul, Hugo. Ouais, on l'avait annoncé, c'était que ça serait une tâche compliquée pour Manchester City, que c'était peut-être la pire équipe à prendre sur cette fin de saison, hors Arsenal et Manchester United peut-être, parce que voilà, ils sont sur, tu te dis maintenant désormais 17 matchs invaincus. C'est énorme, c'est la plus grosse série, on l'avait déjà dit, du top 5 européen. C'est assez exceptionnel ce qu'a réussi à faire Iraola de cette équipe. Quand on voit, on peut parler de toute l'équipe, on peut parler quasiment de chaque joueur. En plus, sur le match d'hier, ils ont tous été bons. En tout cas, le 11 de départ, surtout, on est presque frustré de ne pas en voir certains à la Coupe du Monde. On peut penser aux deux Français, Truffert et Croupy. Croupy qui est aussi, je ne sais pas si vous avez vu, qui a refusé l'appel du Portugal, Ouais. qu'on aurait pu voir à la Coupe du Monde, du coup, mais qui a Bonne refusé, nouvelle qui a pour l'équipe de privilégié France. l'équipe de France. Bonne nouvelle pour l'équipe de France. Mais voilà, Evan Nilsson, alors il n'est pas premier dans la hiérarchie des numéros 9 au Brésil, il y a quand même du beau monde devant lui avec notamment deux autres absents aussi de la Coupe du Monde, Joao Pedro et Richarlison, mais il nous a une nouvelle fois fait un match exceptionnel. Ryan a été très bon. Tout le milieu de terrain, que ce soit. Et en plus, c'est aussi qui est beau, c'est un peu le symbole, c'est que on a des joueurs qui sont là depuis les premières saisons de Bournemouth en première ligue. C'est ça qui est assez exceptionnel pour eux. Je sais pas, Lewis Cook, il me semble qu'il était là dès la première montée. On a vu toujours une nouvelle fois un Alex Scott très bon. Tyler Adams, qui est un peu sur le retour, a été exceptionnel aussi. Enfin voilà, c'est toute l'équipe qui se transcende sur cette fin de saison. Et j'ai presque envie de dire que c'est toute l'équipe qui mérite d'aller en Coupe d'Europe. Et en plus, quand on voit ce petit stade de Bournemouth avec seulement 11 000 places, un peu une anomalie quand même en première ligue, on se souvient de Luton aussi, mais voilà, qui va accueillir la Coupe d'Europe, c'est incroyable. On les a vus pousser toute la saison, les fans des Cherries, encore hier soir, ils sont chantés pendant 90 minutes, notamment le nom d'Iraola, c'était son dernier match à domicile. Et pour leur dernier match à domicile, on a senti que c'était important pour eux de pousser leur équipe vers l'Europe et ils l'ont fait magnifiquement. Ils ont failli même mettre une grosse pression à Liverpool parce que ce but de City dans les arrêts de jeu, il n'était pas évident parce qu'au vu du contenu du match, on les voyait pas forcément égaliser les Citizens et une victoire aurait vraiment mis une grosse pression sur Liverpool. Ouais, et cette équipe de Bournemouth, on en parle de façon très courte dans ce débrief parce que vous voyez, on a déjà beaucoup de choses à dire et il reste des choses derrière. Mais on va y consacrer un peu plus de temps, évidemment, sur un petit épisode spécial après la saison, parce que c'est la deuxième partie de saison exceptionnelle, historique même, des Cherries. On va parler forcément de ce qu'a apporté Andoni Iraola, de son départ, de où il va rebondir et surtout de pourquoi il part aussi. Et puis de tout ce qui nous a émerveillé tout au long de la saison à Bournemouth. En plus, franchement,
non seulement vous faites une saison historique dans les résultats, mais sur le terrain, on s'ennuie jamais. C'est vraiment Non. l'équipe à avoir joué cette saison. Je pense que depuis la première journée, je pense que c'est une des plus belles équipes à voir. Je me souviens de ce match contre Liverpool en début de saison, avec Contre le doublé de Manchester Semenyo, United qu'ils aussi. avaient perdu face à Manu aussi. Ah Enfin ouais, voilà, c'était c'est vraiment une exceptionnel. équipe exceptionnelle à avoir joué. Ah, franchement, Et Face, ça joue face pas à Liverpool compliqué, mais aussi, ça le joue match bien et retour. ça joue beau, surtout. ouais. Je suis d'accord avec vous, messieurs. On a envie d'en revoir. On a envie de savoir aussi quel effectif sera là pour la Coupe d'Europe la saison prochaine et quelle Coupe d'Europe également pour les Cherries. Tout ça, on en parle en fin de saison, messieurs, après la 38e journée, parce que là, sinon, on va se faire un débrief de 3 heures. Parce qu'il nous reste quand même un sujet chaud, un sujet très chaud, celui de Chelsea-Tottenham, parce que Chelsea s'est imposé 2-1 contre Tottenham lors de la 37e journée de championnat, et ça aussi, ça a une grosse incidence. Alors, pour les Blues notamment, qui reviennent dans les spots européens, ils sont 8e à l'heure où on se parle, les Blues. Pour Tottenham aussi, parce que la course au maintien n'est toujours pas réglée, et se réglera lors de la dernière journée, il y a le feu. On va d'abord parler de Chelsea avec toi, Valentin, parce que, comme je le disais à l'heure où on se parle, les Blues sont européens. Ça a pas mal bougé là dans la course à l'Europe là, ce week-end et jusqu'à ce mardi. Est-ce que la place en Coupe d'Europe est obligatoire pour Chelsea? C'est obligé? Oui, c'est obligé. Pour moi, c'est obligé quand vous êtes un club comme Chelsea, vous devez de terminer, de décrocher la Coupe d'Europe. Alors, ils avaient la possibilité de le faire par la finale de la FA Cup qu'ils ont perdu face à City le week-end dernier. Donc, c'est une possibilité en moins. Maintenant, il ne leur reste plus que la Première Ligue. Et effectivement, c'était très mal embarqué. Cette victoire face à Tottenham, quand même, leur permet d'y croire quand même à nouveau, parce qu'ils étaient quand même sur une série catastrophique, 6 défaites de suite et un nul. Bon, honnêtement, fallait relancer la machine. Ils l'ont fait face à Tottenham. Ils sont 8e, donc pour l'instant, ils sont sur la dernière place qualificative. Mais oui, pour moi, c'est obligatoire, surtout que bon voilà, cette saison de Chelsea, c'est quand même un énorme gâchis parce qu'on les voyait en décembre, bon, à tort, hein, mais être le seul concurrent d'Arsenal au titre de Première Ligue. Ou en tout cas, jouer Euh, le très haut de tableau. Jouer le très haut de tableau, c'est vrai que bon, on les avait sûrement vus un petit peu trop beaux. Au final, ils ont changé d'entraîneur. Voilà, c'est une équipe qui s'est cherchée et honnêtement qui a toujours pas trouvé la recette, mais en tout cas, on parle beaucoup de cycles avec City. Chelsea doit en commencer un la saison prochaine et ça passe pour moi par aussi la Coupe d'Europe, parce que c'est important de jouer une Coupe d'Europe pour un club comme ça, pour l'effectif, pour pouvoir tester des choses, pouvoir se confronter quand même à un niveau, alors certes la Première Ligue a un niveau incroyablement élevé, mais les matchs de Coupe d'Europe qui peuvent être des matchs après de phase finale au printemps, ça a quand même un parfum aussi particulier et une vérité qui est propre et singulière. Donc oui, pour moi, c'est obligatoire pour un club comme Chelsea, d'autant plus qu'on en parle, mais maintenant c'est Xabi Alonso qui va reprendre les rênes de ce club. Et pour moi, ça serait dommage en tant que fan de foot de voir Xabi Alonso qui ne disputerait aucune Coupe d'Europe, même si c'est une Ligue Europa ou une Conference League, c'est toujours ça et c'est toujours bon à prendre. Je voyais pas mal d'arguments de spécialistes de la Première Ligue qui disaient que pour des raisons de calendrier, pour des raisons de dotation pas très élevées, par exemple si vous jouez la Ligue Conférence, ce serait pas une super idée pour Chelsea d'aller jouer la Coupe d'Europe, mais je suis assez d'accord avec toi, Val, sur le fait que ce serait plus qu'une anomalie, pardon, de ne pas voir les Blues en pleine semaine jouer un match européen. Enfin, c'est Mais plus que surtout normal. surtout quand on les a vus cette saison, alors ça s'est terminé en autre boudin face au PSG, mais on se souvient notamment du match en poule, enfin en phase de Face au ligue, Barça. désormais face au Barça. Enfin, beaucoup de grandes nuits européennes sont quand même écrites à Stamford Bridge. C'est un club européen. Alors on peut dire pareil de Tottenham qui est aujourd'hui au port de la relégation. Enfin là, on peut pas
pareil de beaucoup de clubs, mais j'ai pas l'impression que Chelsea soit déjà dans le stade d'être un géant au sol. Ils sont encore debout, ils ont encore l'effectif pour. Largement. Et si en plus on attire un entraîneur de la trempe de Xabi Alonso, c'est sûr qu'on a envie de voir cette équipe en Coupe d'Europe. Après, c'est vrai que oui, pour faire l'avocat du diable, on pourrait se dire que ne pas jouer en semaine, en tout cas jouer un peu moins souvent, peut être plus simple pour construire l'effectif, mais Ouais, mais quand vous c'est avez quand un même, tel c'est un peu chercher des réservoir de excuses quand même. joueurs, Peut Ouais. vous chercher des n'avez pas la excuses quand même. problématique d'un effectif limité à se dire ah là, ils vont tous qui est-ce être qu'on va faire cramés pour les jouer? matchs le week-end. Bon Vous pouvez mettre là, au deux moins équipes. c'est un laboratoire géant aussi. Ouais, Hein, Ah ça, et ouais. en ça plus, peut c'est être ça, si vous êtes en l'occasion de tester des conférence ou en choses. Europa League, vous pouvez tester des choses. C'est vrai qu'en Ligue des Champions, vous avez un peu plus le coup près de vous devez quand même être au niveau chaque match. Là, en Conférence League, en Europa League, vous pouvez vous amuser, vous pouvez tester plein de choses. Mais Enfin, c'est ce qu'avait fait Chelsea il y a c'est quand 2 même un saisons. beau là-bas. Avec Palmer qui Ouais, n'avait pas et joué un match de Conference League si ce jusqu'à n'est la la finale, finale, je oui. crois, ouais. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est ouais. typiquement ce genre de choses-là. Si vous Et jouez ça la vous Ligue permettrait vraiment Conférence, de tester des choses. je ne veux pas manquer de respect aux auditeurs des îles Féroé s'il y en a, mais quand vous allez jouer Klasvik en Ligue Conférence, vous pouvez quand même Attention à mettre. pas avoir un rhume quand même. Bah non, mais voilà, mais vous pouvez. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de mettre Caicedo, Palmer et Joao Pedro. Enfin, j'espère en tout cas. Vous pouvez aussi donner ce temps de jeu qu'un effectif aussi dense nécessite. C'est-à-dire répartir Ça- aussi des temps de C'est jeu. ça, Quoi. qui dit changement d'entraîneur dit sûrement il dit même, c'est sûr, arrivée de joueurs, aussi pouvoir justement tester des choses, intégrer les nouveaux systèmes, les nouveaux joueurs dans ce système. Voilà, comme tu dis, bah, Klesvik, c'est entre guillemets un déplacement compliqué, mais si vous déplacez, non, mais si vous le déplacez dans le sixième de Ligue, non, mais compliqué, je veux dire logistiquement, c'est long, c'est loin, enfin voilà. Mais si vous déplacez le sixième de Ligue 1, vous pouvez envoyer même vos meilleurs joueurs, c'est pas un déplacement compliqué. Enfin, je veux dire, pour tester des choses, pour tester des Attention de systèmes. pas ce genre manquer de choses. respect à notre Ligue 1 quand même. Je te vois Non, je venir. parle du déplacement logistique. Ouais, Je veux ouais, dire, voilà. je te vois venir. Si tu vas jouer sur la pelouse d'un club belge, hein. Là, Oui, on t'a bah pas aussi, entendu ouais, dire vous ça. vous allez jouer à Gand, qui sera en Conférence League, ouais, peut-être Gand. Voilà. Attention de pas avoir trop froid aux mains. Non, je l'annule celle-ci. Ouais, c'est Non, la elle est fin très de bien, saison, elle est très t'es bien, fatigué. très bien. Ouais, bah oui, T'en veux voilà, je cumule. C'est une bonne idée, tiens, pour toi, Hugo, parce qu'on en a parlé de Xabi Alonso qui a été officiellement nommé entraîneur de Chelsea pour la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on en pense en quelques mots? Parce que pour l'instant, on n'en sait pas. Enfin, voilà, on l'a pas encore vu à l'œuvre, mais je me posais quand même la question de savoir comment. Ça a pas bien marché de gérer un vestiaire au Real très concurrentiel. C'est pas le même niveau à Chelsea parce que c'est pas la même concurrence, mais il y a beaucoup de concurrence aussi. Quid de Xabi Alonso chez les Blues? Moi, j'étais d'avis, comme beaucoup de monde quand même, au départ de Xabi Alonso du Real Madrid, que dans l'affaire, c'était le Real Madrid qui était perdant. Je pense qu'il n'a pas su gérer son vestiaire parce qu'il n'a pas eu l'appui de sa hiérarchie. Je pense pas que. Enfin voilà, on l'a vu rapidement quand il a perdu son vestiaire, entre guillemets. La présidence a plutôt pris le parti des joueurs que de l'entraîneur. Parce que Attention à Bluco, Chelsea. ouais, parce que Bluco va prendre. J'allais dire attention à Chelsea parce que aller contre votre hiérarchie, c'est pas forcément recommandé du côté quand Bluco est votre patron. Mais je pense que c'est aujourd'hui c'est le meilleur entraîneur sur le marché, je pense. C'est peut-être un des meilleurs entraîneurs d'Europe actuellement. Quand vous terminez invaincu de Bundesliga face alors c'était peut-être pas le plus grand Bayern des dernières années, mais c'était quand même le Bayern. Avec une équipe comme Leverkusen. Alors on parlait de Arsenal qui rompt entre guillemets le sauve pendant après 22 ans après. Si on parle d'équipe de losers, on peut parler de Leverkusen qui n'avait quand même pas gagné grand chose dans sa vie. Non mais Mais pourquoi comme ça tu t'es senti obligé de tirer sur les bah en Allemagne ils étaient quand même surnommés avant Bayer Leverkusen. Bah oui, mais t'as vu les concurrents Bah oui aussi. mais Je suis je veux pas un dire fan de oui, Leverkusen, mais quand même. mais oui, non, il y a de la concurrence, mais c'était un peu c'est une équipe qui avait cette image de chat noir, de tout, si ils font une bonne saison, c'est deuxième, enfin voilà, ce genre de choses. Et là, vous finissez invaincu, ce qui avait pas jamais été fait en Bundesliga, il me semble. Vous êtes pas loin de faire un quadruplé, triplé historique, il n'y a que 2 coupes en Allemagne. Avec la Ligue, Il ouais. n'y a qu'une coupe en Allemagne, mais vous perdez cette finale d'Europa League parce que Ademola Lookman a décidé de devenir le meilleur joueur du monde, c'est l'histoire d'une soirée. Mais voilà,
pour moi, c'est un entraîneur qui est prêt. C'est un très bon entraîneur, un très grand entraîneur qui en plus connaît la première ligue, alors en tant que joueur, mais qui a quand même eu une belle expérience du outre-Manche. Donc je pense que c'est le candidat idéal si on regarde en tout cas ce qui était disponible sur le marché. Quand même, pour la petite anecdote, si Andoni Raola venait à rester en première ligue, ça ferait quand même trois anciens joueurs issus de à peu près la même, qui se sont côtoyés à la Real Sociedad, qui sera entraîneur, hein, avec Mikel Arteta, Andoni Raola et Xabi Alonso. Du coup, je sais pas qui c'était leur entraîneur à l'époque, mais il devait pas être mauvais. En tout cas, il a bien formé ses joueurs. C'est tout Effectivement. ce qu'on peut dire. Il y a du QI foot à la Real Ouais, Sociedad. il y a du QI foot. J'allais pas faire une transition sur le QI foot de Tottenham, mais parce que c'est un peu aussi l'enseignement de ce week-end, c'est que avec cette défaite, Tottenham est toujours enlisé dans la course au maintien, a manqué le coche à nouveau. Ils commencent à jouer vraiment avec le feu, les Spurs, parce que tout va se régler sur la dernière journée, Valentin. Oui, ils jouent avec le feu, surtout que la dernière journée va pas être... Enfin, c'est pas un cadeau non plus, hein. Ils reçoivent Everton, qui est une équipe qui peut être très dangereuse, un peu imprévisible quand même cette saison, mais Qui qui se a déplace peut-être bien. coûté le titre, entre autres, à Manchester City, et qui se déplace bien. Alors que de l'autre côté, donc Tottenham qui conserve quand même 2 points d'avance sur West Ham, mais West Ham qui va recevoir Leeds. Donc forcément, Leeds qui a plus du tout, qui a plus rien à jouer. Bon, vous allez me dire Everton non plus à première vue, mais voilà. En tout cas, c'est vrai que Tottenham, c'est, ouais, on sentait qu'en tout cas, je pense qu'il y avait moyen quand même d'aller chercher le point du nul face à Chelsea, et ils l'ont pas fait. Et c'est toujours dangereux de remettre voilà, une relégation, de remettre ça au dernier match, de s'assurer une relégation, c'est quand même toujours très dangereux. Surtout qu'en plus, c'est le multiplex, hein, donc tous les matchs seront en même temps à 17h. Et ouais, ça serait terrible qu'à l'issue de ces 90 minutes, Tottenham et que les joueurs de Tottenham apprennent qu'ils sont finalement relégués. Bon, on n'en est pas là, mais ouais, c'est honnêtement, ils aiment bien le suspense, mais ils aiment bien se faire peur. Et honnêtement, je pense qu'ils auraient bien été inspirés de pas se faire peur une journée de plus, mais ils n'ont pas réussi à le faire et c'est dommage pour eux. Pensez bien qu'Everton, en éternelle quête d'un numéro 9, serait bien tenté d'envoyer Tottenham en Championship pour récupérer Richarlison la saison prochaine. Après, voilà, c'est une chose comme une autre. Après, Richarlison, ce serait l'ennemi numéro 1 à Tottenham, hein, parce que il fait ça. Bon. Ouais, non. Je sais pas à quel point Richarlison est attaché à Tottenham, parce qu'il a quand même pas toujours été bien traité, je trouve, par la fanbase en tout cas. Mais pourtant, il score. Hein. Il a encore marqué ce week-end. Oui, pourtant, ouais. Mais oui, ton plus grand bonheur. Je sais pas, attendez. C'est parce qu'il enverra à la Coupe du Monde. 12 buts cette saison, 5 passes décisives, toutes compétitions. Ah oui, non, c'est très bon. Avec une période de blessure. Mais ouais, non, mais c'est vrai qu'il y aura, Arsenal ne jouera pas le titre sur ces derniers matchs, mais il y a beaucoup de matchs à enjeu double comme ça, comme tu dis, entre guillemets, Everton qui pourrait envoyer Tottenham en Championship et récupérer leur numéro 9. Je sais pas si vous aviez suivi, mais vu qu'Arsenal est champion, il y avait une clause dans le contrat des Brecciese, ils doivent 10 millions à Crystal Palace. Et vu qu'Arsenal jouait Crystal Palace la dernière journée, entre guillemets, c'était bon. Les gars, jouez pas trop fort, on a 10 millions à gagner. C'est beaucoup d'enjeux doubles comme ça dans cette dernière journée. Et de manière générale, il y aura beaucoup d'enjeux. On parlait du multiplex. Ça va être une dernière journée assez folle, je pense. Et c'est vrai que tout mettre sur cette dernière journée, c'est pas forcément une bonne idée pour Tottenham. Vous pouvez demander aux Niçois si c'était une bonne idée de tout remettre sur la dernière journée, je pense pas. Mais voilà, ils se sont. Mais là, il y aura pas de barrage. Hein. Ouais, là, il n'y a pas de barrage. Alors... Et ils sont mis dans de sales draps, Tottenham, parce qu'en plus, il y avait eu le faux pas de West Ham et il fallait en profiter. À la différence qu'un nul suffira pour Tottenham ce week-end, au vu de la différence de but. Oui. Il y a 12 buts d'écart à la différence de but. Si West Ham gagne par plus de 12 buts d'écart face à Leeds, là, je vais vraiment me poser des questions, monsieur, je vous le dis. Là, donc, on se demandera par où est passée la balette de billets. On saura qu'elle sera passée. On se demandera pas. Oh, si, elle sera devant nos yeux. Tu le disais, Hugo, justement, West Ham a raté le gros coup aussi parce que, alors on l'a appris après, la défaite de Tottenham, mais les Hammers se sont inclinés 3-1 à Newcastle. On l'a dit, c'est jamais facile de se déplacer à St. James Park, même à ce moment-là de la saison. Newcastle a réalisé une bonne dernière à la maison, mais a priori, il y avait quand même la place pour West Ham. Et pareil, tout est remis sur le match contre Leeds et surtout
sur le résultat de Tottenham maintenant, Hugo. Ouais, ils avaient pourtant amorcé une bonne série, hein, il y avait eu cette victoire face à Wolverhampton 4-0, il y avait cette victoire face à Everton. Ils étaient sur une bonne série, et là ils viennent d'enchaîner trois défaites en 3 matchs, c'est assez terrible pour eux. Ils ont touché l'espoir, j'ai envie de dire, du bout du doigt. Enfin, ils ont même envoyé Tottenham dans la zone rouge. Ils en étaient sortis, et là l'enchaînement est assez terrible pour eux. Après, c'est vrai qu'ils n'avaient pas des matchs faciles. Ils jouent, enfin, Brentford et Arsenal surtout, qui étaient des matchs à fort enjeu quand même pour les deux équipes à chaque fois. Là, c'est vrai que face à Newcastle, on pouvait se dire que Newcastle n'avait plus grand chose à jouer, si on est très honnête. Après, à domicile, vous voulez quand même toujours bien finir généralement. En plus, on a vu voilà, doublé d'Osfula, but de Voltemade, c'était le retour en forme de certains joueurs qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Donc voilà. Mais ouais, c'est vrai que pour West Ham, il y aura des regrets. Alors sur beaucoup de matchs cette saison, mais sur celui-là aussi, parce qu'en plus ils ont eu les occasions, mais ils ont trop rapidement pris 2 buts, et se sont retrouvés au bout de 20 minutes. Ils étaient déjà 2 buts derrière. Ça s'annonçait compliqué pour eux à l'extérieur d'aller chercher cette victoire. Et c'est vrai que c'est dommage, parce qu'on se disait que c'était le moment de le faire. Et ils savaient que, enfin voilà, tu l'as dit, le match de Tottenham était plus tard, mais ils savaient qu'ils avaient une forte adversité en se déplaçant à Stamford Bridge, les Spurs. Donc ils savaient que prendre au moins un point, c'était important pour mettre la pression sur les Spurs. Mais ils y ont malheureusement pas réussi. Bataille à distance à suivre lors du multiplex de la dernière journée de championnat, 38e journée de championnat, dimanche à 17h, on suivra ça. Avant de conclure cet épisode, on va quand même revenir sur juste un gros fait marquant en réalité des playoffs de Championship, parce que vous le suivez, on en parle aussi dans les épisodes, les playoffs de Championship qui vont désigner le troisième promu en Première Ligue pour la saison prochaine, après Ipswich Town et le champion Coventry City. Coventry City, ou c'est Coventry Coventry City. Alors, il s'est passé le Spygate, hein, comme on l'appelle en Angleterre cette semaine, qui a conduit à la disqualification de Southampton. Hugo, résume-nous un petit peu la situation qui est un peu ubuesque de ces playoffs de Championship. Oui, situation ubuesque. Alors, c'est pas le premier Spygate de la Championship. Il y en avait déjà eu un avec Leeds à l'époque de Marcelo Bielsa. Mais là, du coup, un membre du staff de Southampton avait été surpris en train de. Alors, vous avez peut-être vu la photo. Il n'est pas très bien caché en plus. Voilà, et on voit la moitié de son corps derrière un arbre. Il aurait au moins pu s'habiller en couleur kaki, histoire qu'on le voit un peu moins. Mais bon, voilà. Il est habillé tout de noir là, avec son téléphone. On dirait. On dirait un mauvais film d'espionnage, mais voilà. En gros, voilà, il a été surpris en train d'espionner, de regarder une séance d'entraînement de Middlesbrough, donc qui était leur adversaire, hein, en barrage. Donc voilà, on rappelle, en Championship, les 2 premiers montent automatiquement, et de la 3 à la 6e place se joue un barrage pour cette dernière place. Donc Southampton avait même bien terminé la saison, notamment en allant en demi-finale de Cup. Ils avaient terminé 4e, ils jouaient donc le 5e Middlesbrough, et du coup, une fois que cet homme a été surpris en train d'espionner, c'est ouvert ce qu'on a du coup appelé le Spygate. Donc les matchs, le barrage s'est quand même joué. Voilà, Southampton s'est imposé. En aller-retour, et Southampton s'est imposé en aller-retour face à Middlesbrough. Après un 0-0 à l'aller, ils ont décroché la victoire à domicile en prolongation, il me semble, ou dans les arrêts de jeu en tout cas. Mais voilà. Le fait est que Southampton a avoué avoir aussi espionné Hull City et un autre adversaire, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui aussi pour l'anecdote, c'est que les 3 équipes qui ont espionné cette saison, ils ont espionné Oxford et Ipswich. C'était Oxford et Ipswich, pas Hull. Quand même et du coup, Middlesbrough, quand même à noter que ces 3 espionnages, entre guillemets, n'ont pas débouché sur une victoire à chaque fois, sur une défaite ou sur un match nul. Donc, en plus, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais le fait est que ces aveux, et de toute façon, le fait qu'il s'était fait prendre la main dans le sac, a amené à une disqualification des playoffs, du coup, a posteriori de Southampton, vu qu'ils avaient déjà joué leur premier match de playoffs. Et ce qui fait que la finale de ce samedi à Wembley ne sera pas jouée entre Hull City et Southampton, mais entre Hull City et Middlesbrough. Quand même un sacré coup de tonnerre, parce que je pense que beaucoup de monde ne pensaient pas qu'on en arriverait là. Je pense que généralement, dans ce genre de cas, on s'attend plutôt à la limite une sanction financière, ou
ce genre de choses, mais de là à aller une disqualification totale de l'équipe, c'est assez surprenant. En plus, c'est tombé, mais c'est tombé une journée assez folle. C'est tombé hier avec cette course au titre, avec les célébrations du titre d'Arsenal. Mais ouais, ça vient quand même rebattre les cartes parce que Hull City avait fait entre guillemets l'exploit d'éliminer Millwall. Hull City qui avait fait terminer 6e et qui a éliminé le 3e Millwall. Millwall qui était à 1 point de la qualification directe, 1 point de Ipswich Town. Donc là, Hull c'est l'outsider ultime et Middlesbrough qui avait terminé 5e. Donc c'est 5e contre 6e. On se retrouve c'est ça, on se retrouve avec les deux équipes les plus faibles, entre guillemets. Alors, c'est pas pour ça qu'elles sont mauvaises, hein, mais sur le papier, les deux équipes les plus faibles de ces playoffs en finale. Donc, le promu sera forcément une surprise. On avait eu Sunderland l'année dernière, qui avait terminé 6e, qui a été promu. J'ai envie de dire, on souhaite le même destin aux promus. Mais c'est vrai que pour Southampton, c'est un sacré coup sur la tête, parce qu'en plus, comme je disais, ils jouaient plutôt bien ces derniers mois et ils pouvaient clairement prétendre à une montée en première ligue. Ils avaient éliminé Arsenal Alors, en Cup, juste, ils peuvent- Southampton. Ils avaient éliminé Arsenal en Cup. Et poser des problèmes à City. Vraiment, ils développaient du beau jeu. Ouais. Et posaient des problèmes à City. Et je pense que beaucoup de joueurs qui se voyaient peut-être rester à Southampton en cas de montée là, ont appelé leur argent hier soir en disant sors-moi de là. Enfin, voilà, qui n'avaient peut-être pas prévu de rester en Championship, quoi. Et qui disaient bah, je vais aller jouer en Première Ligue à Southampton. Et là, ouais, ils vont. Je pense que plusieurs clubs de Première Ligue, que ce soit les promus ou ceux déjà installés, vont gentiment aller faire leur marché du côté de Southampton. Oui, Valentin. Juste, oui, normalement, ils peuvent faire appel. Je sais pas s'ils ont fait appel ou ils peuvent faire appel. La Ça finale semble mal est barré, mais voilà. La finale Et est samedi. samedi, hein, des playoffs de Oui, bah, Championship. entre la 16, décision 17 de toute façon de l'appel sera donnée au plus tard ce soir. Donc, Ah voilà. oui, bon, voilà. Ouais, On alors, remercie quand même la fédération de donner des décisions rapides dans ce cas-là. ouais, mais, Pas qu'on il nous faut apprenne qu'il au soit milieu bien du mois jugé. d'août que finalement c'est Southampton le promu, ce serait quand même. En tout cas, effectivement, Après, pour... bon, au vu des éléments et le fait qu'ils aient avoué, on voit mal Oui, un je retournement pense que le de fait qu'ils aient situation. avoué les a un peu condamnés. énorme coup double quand même, parce que à la fois pour Hull City, qui était 6ème, qui a déjà réalisé un exploit, et qui va récupérer une équipe qui se pensait déjà en vacances pour la finale, et donc Ouais. potentiellement l'exploit, Parce que et quand pour même, Middlesbrough... Oui, Ouais, parce que quand même, là, pour Middlesbrough, entre guillemets, là, ça va, la finale est samedi, il reste quand même des jours. Mais eux, ils avaient déjà. Enfin, ils étaient déjà, entre guillemets, dépités. Ils avaient perdu leur playoff. Peut-être déjà passé à autre chose pour un peu. Comment. Voilà, vous voulez un peu laisser cette saison derrière vous. Vous vous dites, bon, bah voilà, je pars en vacances, je vais voir mes amis, ma famille, je vais faire autre chose. Et puis là, votre entraîneur vous appelle, il dit, il y a une finale à jouer samedi. C'est quand même un contexte spécial. et pour Middlesbrough... Après, c'est une plutôt bonne surprise. Voilà, et pour Middlesbrough, c'est une bonne surprise. Ça peut vous motiver, d'autant que vous affrontez le 6ème à l'origine. Ouais, franchement, l'équipe de Vaudran, voilà, voire et inférieure. alors sachez qu'il y a un partout dans les deux confrontations cette saison. Middlesbrough avait gagné Mais à pour, Hull, et Hull avait gagné à Middlesbrough. Donc, Ouais. c'est... La terrain neutre à Wembley. Voilà. Mais pour mettre en perspective, Middlesbrough c'était 80 points sur la saison en 46 matchs et Hull c'était 73. Donc il y a quand même sur le petite papier une différence, petite ouais. différence de niveau. Bon, on va suivre tout ça évidemment, et on vous donnera évidemment des nouvelles de la finale, savoir si l'affiche entre Hull City et Middlesbrough est bien maintenue, dans la preview de la 38e et dernière journée de Premier League, parce que c'est notre championnat quand même, l'élite du football anglais. Petit récap très rapide du week-end des autres résultats dont on n'a pas parlé en Premier League, avec ce match fou quand même entre Aston Villa et Liverpool, la victoire 4-2 d'Aston Villa qui a quand même écrasé les Reds. C'était un match important dans la course à la Ligue des Champions, avec ce spot accroché par Aston Villa en Ligue des Champions. Manchester United s'est imposé 3-2 face à Nottingham Forest, là aussi un peu au finish, avec notamment la 20e passe décisive de Bruno Fernandes, qui égale le record de passes décisives dans le championnat de Premier League. 2 buts partout entre Brentford et Crystal Palace, d'un Adam Wharton très inspiré et auteur d'un superbe salto, que je vous invite à aller retrouver sur ses réseaux sociaux. Victoire 3-1 de Sunderland à Everton, qui condamne les Toffees dans la course au maintien. Dommage pour la dernière à domicile. Dans la course à l'Europe, pardon. Dommage pour la dernière à domicile du capitaine emblématique Seamus Coleman, après 17 ans à Everton, qui jouait son dernier match au Hill Dickinson Stadium et plus largement sous les couleurs d'Everton à domicile. 1-0 pour Leeds contre Brighton, un partout entre les Wolves et Fulham.
3-1 donc pour Newcastle à West Ham, on en a parlé. Et on a parlé du reste des résultats, messieurs, avec les victoires d'Arsenal et de Chelsea et le nul de Bournemouth et Manchester City. Voilà, c'était un débrief très conséquent, messieurs. Il y avait de la matière en même temps pour. J'étais ravi que vous le partagiez avec moi. Vous êtes lessivé là, non? Plaisir partage. Je vous sens un peu... Ah ouais, on n'a plus d'énergie, on a tout donné là durant on va se coucher maintenant. Hugo, on l'a perdu. Et... Ouais, voilà. On va se coucher. Ah, mais je sais pas, il y a plus de réaction d'Hugo. Il est plus avec nous, Hugo, et il a plus rien à dire. On se retrouve en fin de semaine. Il est en train d'installer des caméras pour m'espionner chez moi, je suis sûr. C'est le Spygate de Tempo. Ouais. C'est beau. Si tu le voyais sur son téléphone, il installait des caméras. Si tu vois un mec à ta fenêtre qui fait avec la moitié de son visage comme ça, tu sauras de qui l'a envoyé. Je préfère savoir quand même que des équipes s'espionnent à jouer au foot plutôt que Hugo met des caméras chez toi pour t'espionner. C'est vraiment très étrange. C'est vraiment très étrange. Ouais, c'est lui qui invente ça, hein. Moi j'ai rien fait. Hein. Bah, vous faites ce que vous voulez entre vous. La rumeur est partie. C'est fini, Hugo. Messieurs, on se retrouve en fin de semaine pour la preview de la 38e et dernière journée de championnat. Ça y est, ça touche à sa fin. Merci à vous, en tout cas, merci Valentin, merci Hugo. Je vous souhaite une bonne semaine à tous les deux. Et puis, on se retrouve en début de week-end. Salut Valentin, salut Hugo, salut à tous. Salut, ciao. Ciao.